Allez, salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est pas grave. On est fin 2023 et en fait, j'ai envie de faire avec toi un petit bilan de comment s'est passé cette année, de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. L'idée, c'est pas de faire ma réflexion personnelle avec toi, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais c'est surtout de essayer de tirer des conclusions de ça, de voir ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, ce que j'ai foiré, les conclusions que tu peux tirer de ça, et surtout comment toi tu peux les appliquer dans ta vie professionnelle, c'est-à-dire l'envie que tu deviennes un artiste 3D pro ou hobby ou peu importe. En tout cas, si tu es là, c'est certainement que tu es intéressé par la 3D. Et tu vois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai effectuées ces 12 derniers mois, en bien comme en mal, qui, je pense, pourront être amenées, transposées à ta vie et à ce que tu veux faire. Et c'est en ça, du coup, que j'espère que ça va t'aider. Donc voilà, on va parler de tout ça. J'ai tellement de choses à dire. Je me souviens, l'année dernière, à peu près à cette même date, genre le 25-26 décembre, je crois, j'enregistrais le podcast sur le début de l'intelligence artificielle. C'était le tout début de mi-journée et tout. ChatGPT est arrivé il y a 3 semaines et on a l'impression que c'est là depuis 10 ans, tellement je m'en sers tous les jours aujourd'hui. Donc il s'est passé tellement de trucs, c'est complètement abusé. Donc on va faire là, un petit bilan qui va être bien long parce que j'ai énormément de choses à dire, j'ai aucun plan, aucune structure, ça va être énorme. Donc voilà, accroche-toi bien, ça va être fun. Et bah jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Ok, bon. Il faut savoir que je suis dans l'heure du midi, donc je vais peut-être manger 2-3 trucs en même temps. Ça va être chill aujourd'hui, ça va être chill. Je me souviens d'un mec qui m'a engueulé, ouais, tu bois du café pendant tes vidéos, j'aime pas. Et tiens, reculé, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, donc pour ceux qui aiment pas entendre des gens manger, allez vous faire foutre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas grave, hein. Allez voir et écouter quelqu'un d'autre. J'ai reporté là-dessus, c'est assez marrant, rien à voir, mais pourquoi? Bon, bref. Peut-être que tu as remarqué, peut-être que tu l'as pas remarqué, ça dépend un petit peu de quel podcast tu as pu écouter, ça dépend aussi peut-être quelle vidéo tu as pu écouter, même si dans la vidéo c'est moins le cas. Mais il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez vulgaire. C'est pour ça que tu vois, il y a 35 insultes qui sortent par seconde. Et tu pourrais dire, en fait, c'est parce qu'il est juste un peu débile, le monsieur. En fait, non, c'est un minimum réfléchi. Et je pense que c'est important. Les premières leçons à tirer de ce séjour, c'est que souvent les gens ont peur des mots. Je pense qu'ils ont peur de choquer ou peu importe. Alors qu'en fait, quand tu émets un discours et que tu veux convaincre des gens, la force des mots est très importante. Et notamment si tu utilises des mots qui sont peu utilisés et qui choquent, évidemment, les gens s'en souviennent. Alors tu vas me dire, oui, mais ils s'en souviennent mal. Oui, mais c'est pas grave. Déjà, ça dépend ce que tu dis, hein. Si tu dis à un gars qu'un autre gars, il aime pas, tu lui dis, tu vois, ce gars-là, c'est un énorme fils de pute, il va s'en souvenir en bien, tu vois. Mais c'est surtout que le but, au début, quand tu démarres, c'est que les gens retiennent ton discours en mal ou en bien, on s'en fout en fait, ils se feront leur propre avis au fur et à mesure de ce que tu dis. Voilà, bon, c'était un petit truc que je voulais te partager. Et du coup, si un jour tu te demandes pourquoi je suis vulgaire, c'est pour ça, ok. Donc, je vais revenir sur le discours. Alors, pourquoi je parle de discours et pourquoi je parle de machin, de convaincre et tout? Parce que toi, aujourd'hui, tu te dire, mais attends, moi ça me concerne pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la 3D. Honnêtement, parler à des gens, j'en ai rien à foutre. Et la vérité, c'est que je pense que c'est une manière de voir la chose qui est assez biaisée, dans le sens où tu penses que la 3D, c'est seulement ce qui se passe sur ton ordinateur. Et en fait, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout parce que la 3D, c'est évidemment ce qui se passe sur ton PC, mais c'est aussi comment tu communiques avec les autres. Parce qu'en fait, faire de la 3D, faire de l'image, c'est la base de la communication en fait. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre les fondamentaux psychologiques de la communication, tu vas faire des histoires, des images qui seront moins appréciées et moins jolies. Et au-delà de ça, en plus de ça, quand tu es artiste, tu dois souvent convaincre d'autres personnes pour faire ton travail, pour pouvoir effectuer ton travail. Tu vois, l'exemple le plus concret et le plus souvent présent dans le monde, c'est simplement quand tu cherches un boulot. Quand tu cherches un boulot, tu dois convaincre ton employeur, ton recruteur, ce que tu veux, que tu peux faire le job. Donc évidemment, il faut que tu saches parler. Si tu ne sais pas parler, si tu ne sais pas communiquer, ça va pas le faire. Bon, je te dis pas d'insulter ton recruteur d'enculé, hein. Va pas non plus dire n'importe quoi. Oui, Romain m'a dit de faire ça. Évidemment, apprends aussi à évaluer le contexte, hein. Donc voilà.
Alors, ça c'était la petite déviation. Donc le bilan de cette année, il s'est passé pas mal de choses cette année. Donc si on essaie de faire un petit retour historique, il y a 12 mois, allez un peu plus, 12 mois, 13 mois, ChatGPT sort. 6 mois avant, il y a Midjourney qui sort. Stable Diffusion, je crois, commence en 2021, mais c'est éclaté au sol, ou c'est DALL-E, je sais plus. Et quand c'est sorti, à part ChatGPT, les deux autres, on a pensé à des blagues, tellement c'était nul. Aujourd'hui, la majorité des illustrations que je vois sont faites avec Midjourney ou un équivalent. Donc c'est impressionnant à quel point ça a eu un impact drastique sur la manière dont on crée du contenu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que beaucoup de gens pensaient que ça allait détruire les artistes, etc. Et en fait, au final, ça a eu assez peu d'impact sur le monde industriel et le monde professionnel, parce qu'en fait, comme je l'avais déjà expliqué, à l'époque, je pensais que, donc c'était il y a 5-6 mois, Midjourney, DALL-E, etc., leur marché, en fait, c'était pas le fait de remplacer des artistes, c'était en fait d'aller attaquer le marché du stock image. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Midjourney, etc., c'est vraiment utilisé la plupart du temps pour du stock image. Donc, c'est intéressant de voir ça, ça veut dire que du coup, au final, on est moins à risque qu'on se pensait. ChatGPT, c'est vraiment le truc, je pense, qui a le plus révolutionné, en tout cas, moi, perso, ma vie pro. Tu vas me dire, mais attends, toi, tu fais la 3D, c'est quoi le rapport avec du texte? Bah, en fait, ChatGPT, comme c'est du texte, tu peux tout faire avec. Tu peux lui expliquer un problème que tu as dans un logiciel. Tu peux même lui envoyer une photo et lui dire, ouais, ça marche pas, comment je fais, tu vois, et il t'explique. Tu peux lui demander de te développer des outils. Si tu as besoin d'un petit truc, un petit tool qui te pète les couilles parce que tu n'arrives pas à le faire, ChatGPT, tu lui demandes et il te le fait dans n'importe quel soft. Tu peux. Moi, je développe énormément d'outils pour ma structure et les différents projets qu'on fait ensemble. D'ailleurs, je vais y revenir pendant ce bilan. D'ailleurs, je me suis même pas présenté si tu me connais pas. Voilà, tu me connais, hein, Romain Gilliot et le directeur de l'école H3 2, créateur du projet Space Warp, mais je vais y revenir. Bah, tu peux. Tu vois, moi, j'ai plein de problèmes en développant des outils parce que on développe des outils plus ou moins complexes. Et ChatGPT m'a sorti de la merde, mais juste un nombre incalculable de fois. Mon workflow de travail n'est plus le même. Je me verrais plus travailler sans ChatGPT. Je serais un handicapé sans ChatGPT aujourd'hui, honnêtement, sur pas mal de points. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est la première fois de ma vie où un outil est aussi vite intégré dans un workflow aussi facilement. Parce que c'est juste un chat, en fait. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et ça, je pense que c'est, au final, quand j'ai vu Midjourney, j'étais plus impressionné parce que c'était visuel. Mais en fait, ChatGPT, je pense, aura un impact bien plus grand sur l'industrie que, en fait, des choses comme Midjourney ou DALL-E ou Stable Diffusion. Cela étant dit. Donc ça, c'est les bilans des technologies qui sont sorties. Au final, on a vu assez peu de mouvements dans les recrutements du domaine. Donc il n'y a pas eu tellement d'impact, peut-être qu'on aura après, mais pour l'instant, on n'a pas eu. Par contre, ouais, ce qui a profondément, par contre, choqué et heurté, et c'est encore le cas aujourd'hui, je pense. Je vais pas vérifier, il faudrait que je regarde les infos, mais c'est la grève des scénaristes et des auteurs, des auteurs, des scénaristes et des acteurs, pardon, aux États-Unis avec la saga Astra. J'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. J'ai fait 2 podcasts déjà dessus. Et ça a eu un impact énorme, mais ça, on pouvait pas le prévoir. Donc, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, souvent, on voit des choses arriver, mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses aussi où tu as des événements que tu peux pas prévoir et qui ont un impact majeur. Et en fait, la seule solution que tu as, c'est de t'adapter sur le moment et puis c'est tout, quoi. C'est pas grave. La plupart du temps, ça n'a pas un impact non plus si drastique que ça. Et je peux te garantir que les bons artistes aujourd'hui, grève ou pas, ils ont du taf. Par contre, c'est pour les gens qui sont moyens, un peu mauvais. Là, pour le coup, c'est un peu difficile. C'est pour ça que du coup, je vous conseille toujours d'avoir des compétences vraiment extrêmement avancées si tu veux pouvoir être polyvalent et trouver un job quand tu veux, où tu veux, peu importe le contexte et les conditions du marché. D'accord, ça c'est important, je pense. C'est même drastiquement important. Bref, donc voilà un petit peu pour le bilan si tu veux faire un bilan général de l'année dans le monde de la 3D, tu vois. Bilan un petit peu chez nous. Donc, comme je disais, du coup, nous à Motion Live, on a 3 gros projets en ce moment. C'est la chaîne que tu connais, Motion Live Teach, qui est simplement la chaîne des différentes vidéos qu'on fait, etc. J'ai pas mal de trucs à dire dessus. Ça pourra certainement t'aider.
Là, il y a l'école évidemment H3D2, école H3D2, donc école en ligne de 3D où on accompagne les gens jusqu'à leur travail, qui aujourd'hui est le projet qui nous prend le plus de temps et qui est majoritaire dans l'école, enfin dans la structure. Et il y a le projet Space Farm qui est en fait un jeu vidéo et un univers en ligne. Je vais y revenir aussi. Alors, on va faire un bilan déjà sur ces trois points en fait, d'accord ? Il faut savoir que ça fait quasiment 2 ans là, et cette année ça a été la pire des années, que la chaîne Motion Life Teach, elle est drastiquement en train de plonger. Je vais me dire c'est pas hyper cool, mais en fait on a de plus en plus de mal à tracter de l'audience, on a de plus en plus de mal à avoir des gens qui sont intéressés par des nouveaux cours, des nouvelles vidéos qu'on fait. Et tu vois, il y a quelques années, on faisait souvent des hits à 10, 15, 20, 30, 50 000 vues. Aujourd'hui, j'ai vu la vidéo la plus vue de cette année, je crois, elle a fait 1200 vues, je crois, tu vois, donc c'est 50 fois moins. Et l'année dernière, je crois, c'était genre 3000 vues, tu vois. Donc, on a vraiment, aujourd'hui, on est dans un cap sur ce projet-là, qui est Motion Life Teach, assez descendant, qui est pas ouf, malgré le fait d'avoir testé beaucoup de choses et d'avoir fait des projets de plus en plus ambitieux. Et ça va pas rattraper malheureusement la chaîne. Alors, ça c'est le premier truc à faire, tu vois. Donc c'est pas un bilan hyper positif, mais ce qui est intéressant, c'est quelles leçons on peut en tirer, ou en tout cas essayer d'en tirer, et comment toi tu peux les appliquer à toi. Parce qu'en fait, si toi tu fais la 3D, tu vas être aussi forcément amené à créer du contenu, à créer des éléments rendus par la 3D, ça pourra pour ton showreel, pour autre chose, etc. Et tu vas avoir en fait le même type de problème, même si tu ne partage pas ton contenu à une audience sur YouTube ou autre chose, ce qui en soit pas une excellente idée, hein, partager son contenu sur un ArtStation ou un truc comme ça, c'est toujours bien, ça permet d'avoir des retours extérieurs, mais peu importe. Je te conseille de le faire, mais c'est pas grave, tu le fais pas. Tu auras quand même ce souci, c'est qu'au début, quand tu commences, moi j'ai commencé Motion Life Teach, la chaîne, j'avais, je sais pas, 16 ans, tu vois. Non, c'était un peu plus tard. Le premier tuto, j'avais 16 ans, c'est ça, ouais. J'étais en seconde, je me souviens. C'était un tuto sur le Enclosed Destruction sur Maya. Tu peux encore le retrouver. Si tu vas tout très 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 loin dans les vidéos, tu pourras trouver. Tu vas tomber sur des trucs super bizarres d'ailleurs, c'est assez marrant. Enfin bref. C'était les débuts, quoi. Et en fait, ce tuto-là, par exemple, qui est assez marrant, tu vois, que j'ai sorti il y a 16 ans, il a fait 70 000 vues, je crois, tu vois. Je vais essayer de le retrouver, mais. Hop, si là je vais sur YouTube. Enclosed. Merde. Enclosed Destruction. Yes, tu vois, 64 000 vues, tu vois. Donc il y a 64 000 vues sur un tuto que j'ai fait donc il y a 10 ans, tu vois. Et j'ai 26 ans, c'était à 16 ans, donc c'est bien ça. Et là, tu pourrais te dire, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, quand j'avais 16 ans, mon premier tutoriel de la vie, qui en plus, quand tu le regardes, il est éclaté au sol. Hein. Il est éclaté au sol. Pourquoi ça fait 64 000 vues ? Et pourquoi les vidéos qu'on fait aujourd'hui sur toute l'année, là, on a sorti, je sais pas, j'ai dû sortir 40 vidéos cette année, peut-être un petit peu moins, 30. Pourquoi la majorité des vidéos, enfin, pourquoi même sur ces 40 dernières vidéos, la vidéo qui a fait le plus de vues, elle a fait genre 1300, 1400 vues. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Et je te garantis déjà que c'est une question que je me pose depuis un bout de temps. C'est pas une question dont tu as la réponse comme ça en une nuit, tu vois. Mais tu vas voir que par contre, je pense qu'il y a une réflexion à avoir autour de ça qui va être très pertinent par rapport à toi, ce que tu fais. Le premier truc que j'essaie de comprendre quand j'essaie de faire ce genre d'analyse, c'est dans quel état d'esprit, dans quel contexte j'étais quand j'ai créé cette vidéo il y a 10 ans, et dans quel contexte je suis aujourd'hui quand je crée des vidéos. Et en fait, déjà, le premier truc à comprendre, et ce sera le cas pour toi aussi, c'est que mon contexte est complètement différent. Ça te paraît évident, en 10 ans, il se passe plein de trucs, mais il y a un truc qui était vraiment différent dans le contexte, c'est que à l'époque, quand je faisais ces tutos ne servaient à rien. Dans le sens où je les faisais pour le plaisir, et il n'y avait aucune attente en retour. Le tuto était posté en ligne, et puis c'est tout, tu vois, j'y pensais même pas. Donc il y avait un côté où c'était sans pression, mais c'était sans pression totale. Et la seule règle que je m'étais dit quand je l'ai enregistré ces tutos, c'était j'ai galéré à faire certains trucs en 3D de ouf. Et j'aimerais bien enregistrer les tutos que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé parce que j'ai galéré, tu vois. Et c'était juste ça. Il n'y avait rien de plus, rien de moins. C'était à peine réfléchi, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que déjà, en fait, quand je prends ce contexte et je l'applique aujourd'hui, tu vois, jamais aujourd'hui je pourrais faire un truc comme ça. Ça n'a absolument, maintenant avec le recul, je trouve aucun sens de créer quelque chose comme ça sans avoir réfléchi à comment ça pourrait me servir, comment je pourrais l'utiliser dans un système, etc. Non, juste
des vidéos que je balançais à la mer comme ça. Et en fait, je pense que ça a eu un effet positif de faire ça. L'effet positif que je pense que ça a eu, c'est qu'en fait, comme il n'y avait aucune pression, comme je faisais en répondant seulement à une question, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé, vous, moi, voir quand j'ai démarré, et ben, en fait, ça a simplifié absolument les questions que je me posais quand je choisissais un sujet de vidéo, tu vois. Quand je choisissais un sujet de vidéo, par exemple, pour le faire il y a 10 ans, tu vois, c'était pas en mode oui, est-ce que ça va faire des vues, est-ce que ce sujet-là il va intéresser mon audience, est-ce que machin. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, je vais en reparler, mais aujourd'hui, le process de choix de vidéo il est vraiment compliqué, je vais y revenir. Non, là, c'est quoi? Là, à l'époque, c'était en mode bah ouais, je me souviens, j'ai galéré de ouf là-dessus, maintenant que j'ai compris, je vais faire une vidéo dessus. C'est tout. C'était seulement ça en fait. Et le fait d'avoir ça, du coup, ça simplifie le process de manière extrême. Finalement, je répondais à une seule question. Et en plus de ça, j'avais une pression qui était nulle. Zéro. Donc je pouvais tenter des trucs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les vidéos de cette époque, oui, en effet, c'est le premier tuto que j'ai fait à 10 ans, il fait 64 000 vues. Mais quand tu regardes les 50 tutos derrière, ils ont fait genre 30 vues, tu vois. C'est exagère, mais c'est vraiment que dalle. Donc, ça, c'est un truc vraiment intéressant, c'est que le, le fait, déjà, qu'il n'y en ait pas de pression, si on regarde le côté de manière biaisée, on peut se dire ah ouais, bah c'est normal, il n'y avait pas de pression, tu faisais le truc pour le plaisir, c'est pour ça que ça a marché. Mais en fait, quand tu regardes de manière assez, euh, on va dire, beaucoup plus large, tu te rends compte que non. Tu te rends compte que ça fonctionnait pas beaucoup mieux. Mais c'est juste que par contre, j'avais des vues, des nombres de vues, des nombres de performances d'audience qui étaient absolument plus hétérogènes. C'est-à-dire que j'avais une vidéo qui pouvait faire 60 000 vues, tu vois, comme celle-là, et toutes les autres vidéos qui en faisaient 50, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, les vidéos ne sont plus hétérogènes, et je vais y revenir, en vue. Mais par contre, on est tout le temps sur des normes entre, tu vois, les moins bonnes vont faire 400, 500, et les meilleures vont faire 1000, 2000, enfin 1000, 1500 cette année. Tu vois, l'année dernière, c'était un peu plus. Et ça permet de se poser des questions, et ça permet de se rendre compte aussi d'un truc, et je pense que c'est super important, et ça, du coup, c'est pour faire le parallèle avec toi, dans ta situation. Tu apprends la 3D, et tu vas créer des choses. Et le problème, c'est que je pense que quand tu commences à créer quelque chose, tu as l'impression dans ta tête que ça va être le projet de ta vie. Et tu te dis, ouais, mais ce projet-là, t'as jamais fait de projet, tu vois. Même t'en as fait un, mais il était nul, tu vois. Mais là, c'est bon, c'est le projet de ta vie. T'as en tête un film de 1h30, j'ai l'air, mais voilà, t'as le truc de malade en tête. Et c'est parti, tu vas le faire. Et en fait, le problème, c'est que tu t'es certainement déjà en train de t'imaginer en train de oh putain génial, le film il va avoir fait des millions de vues, je vais t'appeler à des conférences pour expliquer comment j'ai fait, je vais avoir une tonne de tunas, ça va être énorme. Dans ta tête il se passe ça en fait. Et le problème c'est que déjà au-delà d'être faux, mais je vais y revenir, ça te met une pression complètement abominable en fait. Et en faisant ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir dans un projet trop ambitieux, que tu vas trouver trop dur à faire, et que tu aimeras pas au bout d'un mois, et que tu vas abandonner. Et ça va quasiment te dégoûter du domaine. Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est qu'en fait, je pense que le fait de démarrer sans pression, de démarrer sans attendre rien en retour de ce que tu produis, en fait, je pense que c'est la seule solution de démarrer. Parce que si tu attends quelque chose en retour de ce que tu produis, dès le début, tu vas pas avoir le recul nécessaire pour comprendre comment les éléments se construisent, quelle audience tu attires, quelle vidéo marche pas, etc. En fait, l'idée, c'est juste, au début, tu lances des bouteilles à la mer, tu vois. Et le problème, c'est que si tu lances, imaginons, tu prends une énorme bouteille, tu vois, tu prends une bouteille de, je sais pas, de 10 mètres, tu vois, ok. Et ça, c'est ton énorme film, trop bien et tout, ok. Ça t'a mis 3 ans à le faire, ça a été une pression de fou, tu l'as super mal vécu d'ailleurs, et tu lances à la fin cette bouteille à la mer. Personne te connaît. À ton avis, quelles sont les chances que un bateau tombe random sur une énorme bouteille à la mer? Quasi nul. Maintenant, tu as le choix de faire non, en fait, ce que je vais faire, je vais lancer plein de mini bouteilles à la mer. Je vais prendre plein de petites bouteilles qui vont être à chaque fois des petits projets, tu vois, voilà, des projets qui peuvent être faits en un jour, 2 jours, une semaine, tu vois, des trucs où tu testes, tu vas sans pression, tu fais ton truc, tu fais, non, j'aimerais bien faire ça va être marrant et tout. Et t'en lances 100, 200, 300, 500. À ton avis, combien de chances en plus que un bateau tombe random sur une de ces 500 bouteilles? Eh ben, il y en a beaucoup plus de chances. Et c'est justement parce que tu as fait ça sans pression, et c'est justement pour ça aussi que du coup, il y a quelques vidéos qui ont explosé quand j'ai démarré, parce que ces vidéos-là, voilà, elles sont tombées sur un bateau, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le truc, vraiment, je pense, à saisir. Parce que, et je pense que c'est la première leçon à tirer de ça, c'est que je pense que j'ai fait un bon pari sans m'en rendre compte quand j'ai démarré, il y a 10 ans, du coup. C'est de
faire des vidéos, faire de la production, sans savoir ce qui allait en retourner, en fait. J'étais pas en mode, tu vois, il y a 10 ans, quand j'avais 16 ans, j'avais aucune idée que j'allais monter une école de 3D, tu vois. D'ailleurs, à l'époque, j'avais même pas cette ambition-là. Je me souviens à l'époque, je voulais devenir FX artiste dans un gros studio. Donc, tu vois, rien à voir. Enfin, rien à voir. Enfin, on peut les connaître, c'est quand même dans le même secteur, mais je veux dire, c'est pas du tout la même ambition, tu vois. Donc, c'est pas le même projet de vie, c'est beaucoup de choses différentes. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment. Viens, on jette à la mer, puis de toute façon, on verra, on s'en branle en fait. Au final, on passe à autre chose. Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens que je lance cette bouteille à la mer, et 2 ans plus tard, je reviens sur ma chaîne YouTube comme ça, et je fais oh putain, mais cette vidéo elle a 30 000 vues, c'est ouf. Et tu vois, c'est ça en fait, le truc, c'est que j'étais sans pression et je me foutais du résultat. Et juste, je faisais, voilà, et dès que j'avais un tuto, je dis ah ouais, ça c'était chiant à faire, je vais en faire un, on va voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est vraiment le premier truc à je pense, comprendre, c'est que quand tu démarres, et encore une fois, peu importe le contenu que tu crées et pour quelle raison, tu vois, ça peut être parce que tu as envie de lancer une chaîne YouTube, ça peut être parce que tu as envie d'être artiste 3D et du coup tu dois faire ton showreel, donc tu dois avoir plusieurs projets, ça peut être parce que tu fais de la 3D en hobby et tu as envie de créer un petit film, peu importe. Comme tu n'as pas commencé et comme tu n'as rien à perdre, il n'y a aucune raison de ne pas enlever la pression de tes épaules quand tu fais ça. Non, je vais te dire un secret. Le premier truc que tu vas faire, évidemment, qui sera à chier, c'est ton premier truc. T'as aucune expérience. Normal, ce sera nul. C'est pas grave. L'idée, en fait, la philosophie que je te propose d'avoir, et si je devais tirer la conclusion de ce que là, pour le coup, j'ai fait, c'est en fait de pas essayer de faire le premier truc parfait, mais c'est plutôt essayer de faire genre 100 trucs éclatés au sol, mais que le 100e, il soit à chaque fois, le deuxième, tu vois, il soit un peu moins éclaté que le premier. Le troisième, un peu moins éclaté que le deuxième, etc. Et du coup, le 100e, il va peut-être être excellent parce qu'à chaque fois, il sera moins éclaté que celui d'avant. D'accord ? C'est ce que je te propose. Tu verras que c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup moins de pression parce que tu dis, oh, au pire, je le force pas grave, j'en ferai un autre après. Et en plus de ça, c'est une manière d'apprendre qui est infiniment plus efficace parce qu'en fait, tu refais beaucoup plus de fois le même process et du coup, tu te rends beaucoup plus de fois de tes erreurs. Je prends un exemple très concret. Tu vois, si tu prends 3 ans sur un projet 3D, bah, sur ces 3 ans, en fait, tu auras fait seulement une seule fois une période modée, une seule fois une période rig, une seule fois une période, je sais pas moi, FX, etc. Par contre, si tu fais maintenant 100 petits projets en 3 ans, bah, t'auras fait quasiment 100 fois une petite période modée, 100 fois une petite période rig, etc. Et du coup, t'auras infiniment mieux compris comment fonctionnent les différentes étapes et comment elles s'implémentent entre elles, tu vois. Et ça, c'est assez difficile à capter au début parce qu'au début, bah voilà, quand tu commences la 3D, t'as souvent un gros objectif en tête, un gros projet en tête. Et c'est normal, hein, j'étais pareil, je me souviens, je voulais faire une bataille à Sciences Anneaux et tout, c'était absolument n'importe quoi, que j'ai jamais fait d'ailleurs. Après, je voulais faire des batailles spatiales et tout, pour ça, j'ai eu l'occasion de les faire, c'était vraiment très marrant. Mais, en fait, la vérité, c'est que d'abord, avant de faire tout ça, et bah j'ai commencé par faire des trucs éclatés, genre un cube, un petit Suzanne, j'ai fait danser des petits personnages Lego qui étaient franchement mal animés, j'ai fait un petit peu d'intégration, genre j'ai intégré, je me souviens, un moustique dans une image, j'ai fait un peu d'after, etc. J'ai été petit à petit. Et le truc c'est que c'était même pas en mode... genre je m'étais pas fait un plan, tu vois. C'était juste en mode, ouais, j'ai envie de faire un truc marrant, on va voir. Puis au pire, c'est dégueulasse, on s'en fout, ce sera rigolo, tu vois. L'idée, c'est que c'était vraiment sans pression. Et c'était vraiment. Je me souviens à l'époque, on faisait des films avec des potes, c'était absolument n'importe. D'ailleurs, j'ai encore des potes qui me disent, ouais, quand est-ce que tu fais ton prochain film? C'était énorme. Enfin bref, parce que, ouais, au-delà de ça, hein, quand tu fais ça avec des potes, c'est des week-ends de malade, hein, tu te pètes des barres. Mais bon, peu importe. Et le truc, c'est que. Tu vois, jamais je me suis dit, on va faire un film juste parce que j'espère que je passerai en festival. Jamais. Je me suis dit, on va faire un film parce que ça va être énorme et on va pouvoir faire des trucs trop marrants, tu vois. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ça a donné à des. ça a donné lieu à des scènes complètement aberrantes dans les films. Bon, bref, si t'arrives à les retrouver, tu pourras les voir. Il faut bien chercher quand même, mais je pense que si t'as un peu de talent, tu peux. Tu verras que c'est assez hilarant et c'est assez honteux aussi. Mais et voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y avait aucune pression, tu vois. Et maintenant, quand je compare aujourd'hui, et si du coup je devais donner pourquoi j'ai plus de vidéos aujourd'hui qui explosent, bah, c'est qu'en fait, sur chacune des vidéos qu'on fait dans la chaîne, il y a une pression énorme. Pourquoi il y a une pression énorme sur les vidéos de la chaîne? Parce que c'est facile à comprendre, hein. La chaîne YouTube, c'est ce qui drive les nouvelles personnes sur notre liste email et sur laquelle, en fait, après sur la liste email, c'est là qu'on drive les gens vers l'école H3 2. Donc, si la chaîne YouTube ne performe pas, évidemment, la conséquence, c'est que du coup, on n'a plus d'élèves dans l'école H3 2. Et s'il n'y a plus d'élèves dans l'école H3 2, ma boîte coule et je crève de faim. En gros, j'exagère, mais en gros, t'as compris l'idée. Et on se retrouve du coup dans une situation où avant, où je pouvais me permettre de faire des trucs sans pression et m'en battre les couilles et c'était marrant, tu vois. Là, je peux plus parce que si je me laisse trop aller et que ça fonctionne pas,
Mais en fait, je mets en péril ma structure parce que du coup, je vais avoir moins de gens qui vont rentrer dans les collèges 3 et 2. Moins de gens qui rentrent dans les collèges 3 et 2, c'est moins de chiffre d'affaires. Moins de chiffre d'affaires, ça veut dire que je pourrais pas payer les gens qui travaillent avec nous. C'est-à-dire que je peux pas payer les gens qui travaillent avec nous. Il y a des gens qui vont perdre leur boulot à cause de moi. Et après, derrière, évidemment, moi, je vais perdre le mien. Qui est du coup le métier de gérant de cette structure. Donc, et c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que du coup, comme j'ai beaucoup plus peur que ça ne fonctionne pas, je me laisse beaucoup moins de liberté. Et je pense que c'est pour ça que les vidéos de la chaîne principale stagnent, en partie. C'est parce que je me laisse plus de liberté en fait. Je m'amuse beaucoup moins qu'avant. Et un autre truc aussi qui est là, et là je pense que c'est la vie, c'est aussi le problème, c'est que quand je regarde la chaîne, tu vois, il y a aujourd'hui la chaîne, on va regarder, mais je crois que c'est 350 vidéos, un truc comme ça. Alors, Motion Live, chaîne. Affichez votre chaîne. La chaîne, c'est 555 vidéos, tu vois. Donc, il y a 555 vidéos, tu vois, sur la 3D ou à peu près reliées, tu vois, sur la chaîne YouTube de l'école. De l'école, n'importe quoi. De Motion Live. Et Motion Live Teach, d'ailleurs. Je la renomme Motion Live Teach, peu importe. Mais il y a un moment, tu te dis, 555 vidéos sur la 3D, t'as peut-être un peu fait le tour, non? Et ça, c'est un autre problème qu'on a, c'est qu'en fait, j'ai du mal à renouveler la chaîne parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir parlé de tout ce qu'il y avait à dire, en fait, sur la 3D. Globalement, pour des gens qui débutent, la chaîne, il y a tout ce qu'il faut pour débuter, tu vois. Il y a plus cette question de, à l'époque où je me disais, ah ouais, j'aimerais bien avoir ça, quand j'ai démarré, j'avais pas. Maintenant, j'en suis à, quand j'ai oublié un truc, je vais revoir ma chaîne YouTube pour savoir comment je faisais, tu vois. Donc, et ça, je pense que c'est aussi un truc un peu particulier, c'est que je me retrouve en panne de créativité parce que j'ai l'impression d'avoir parlé un peu de tout ce qu'il y avait à parler, tu vois. Là, il y a une série de vidéos qui est en train de sortir sur la chaîne, tu vois. Mais en fait, c'est des choses que j'ai déjà dites sur d'autres versions de logiciels, tu vois. C'est juste des redites, et c'est juste une manière d'apprendre la 3D sous un autre angle, mais au final, c'est les mêmes cours, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté où c'est devenu extrêmement difficile de trouver des solutions pour renouveler le contenu. Parce que, encore une fois, le but de la chaîne, moi, c'est de faire du contenu pour les débutants, des gens qui débutent la 3D, qui savent pas comment ça marche, etc. Parce que des contenus avancés, il y a toujours des trucs, tu vois. Dans le nouveau nœud en géométrie node, je pourrais en parler, tu vois, les nouveaux logiciels, etc. Mais le truc, c'est que déjà, bon, ça m'intéresse pas tant que ça. Assez surprenant, je sais, mais en fait, je trouve que d'être tout le temps à la pointe de la technologie dans ce domaine-là, en fait, c'est souvent assez contre-productif. Ce qu'il faut surtout, et j'arrête pas de le répéter, c'est d'avoir bien compris les fondamentaux et d'utiliser cette boîte de tech. Il faut savoir qu'elle existe quand on a besoin. Mais après, passer sa vie à essayer de tester les différentes techs qui viennent de sortir, je trouve que c'est un peu une perte de temps. Et souvent, en fait, le truc, c'est que c'est pas du tout rentable parce que 95% des techs, en fait, ça sert à rien. C'est juste du gadget. Cela étant dit, donc je pourrais faire des vidéos là-dessus, mais ça m'intéresse pas déjà parce que du coup, je suis pas un grand fan. Mais au-delà de ça, ça répond plus à la question de ouais, quand j'ai démarré, qu'est-ce que j'aurais bien aimé voir? Parce que du coup, quand t'as démarré, ça sert à rien de voir une vidéo, j'en sais rien, moi, sur le nœud Fresnel. Non, pas le nœud Fresnel, parce que le nœud Fresnel, pour le coup, il sert pas mal. Je sais pas, sur le nœud. Ce que tu veux, tu prends un des derniers nœuds qui est sorti en Geometry Node. Quand tu démarres, ça sert à rien, tu comprends même pas ce que c'est le Geometry Node et on te parle de procédural et ta tête elle explose, tu vois. Donc, pas évident. Et j'ai pas vraiment de réponse, hein. Le bilan, c'est que voilà, aujourd'hui, j'ai du mal à renouveler le contenu de la chaîne parce que j'ai l'impression d'avoir parlé de tout. Et j'ai du mal à faire des vidéos qui me plaisent plus et sur lesquelles je me lâche vraiment parce que si je me foire trop, il y a des conséquences néfastes qui vont arriver évidemment sur la structure, etc. Cela étant dit, j'ai quand même du coup quelques petits trucs intéressants, tu vois, et notamment le projet Space Warp en fait partie. Le projet Space Warp, ça fait vraiment partie d'un truc où je me suis dit, allez, viens, on part en roue libre, ça va être énorme, on va voir ce qui se passe. Et je vais y revenir un peu plus tard, mais pour partir aux vidéos, on a fait une ou deux vidéos sur Space Warp dans l'école, enfin sur la chaîne YouTube Motion Live, et il y en a une particulièrement que j'ai faite. Alors attends, il faut que je la retrouve parce qu'il y a eu tous les podcasts entre deux là, donc ça c'est un petit peu chiant. Voilà, qui est sorti là, donc envie d'abandonner ton projet 3D. Et c'était une vidéo très particulière parce que la vidéo elle fait 20 minutes, mais elle m'a demandé 3 mois de boulot. C'est assez rare parce qu'il faut savoir que la plupart des vidéos en fait sur la chaîne, je les enregistre quasiment en one shot. Donc c'est pas du tout la philosophie que j'ai quand je fais des cours dans l'école. C'est très rare que ce soit très monté, etc. Moi je passe du temps sur le montage, etc. Quand je fais un film, pas quand je fais une vidéo YouTube de tuto. Mais là, c'est ce que j'ai fait. Le résultat, je le trouve trop bien. Je pense que c'est une des meilleures vidéos de la chaîne. Je la trouve vraiment excellente. Je le vois aussi dans les commentaires. C'est une des vidéos qui a provoqué le plus de réactions, etc. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire plus de contenu comme ça. Mais
il y a plein de problèmes qui se posent quand tu fais ça. Parce que si je veux faire plus de contenu comme ça, c'est-à-dire que les vidéos elles mettent 3 mois à sortir à chaque fois. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir, je sais moi, 40, 50 vidéos par an, voilà, on est plutôt à 30 cette année, mais peu importe. Là, j'en sors 4, quoi. Si j'en fais une tous les 3 mois, ça fait 4 vidéos. Si je sors 4 vidéos, parce que c'est 3 mois, une vidéo comme ça en termes de qualité, c'est vraiment long. Et si j'en sors 4 vidéos, bah, c'est-à-dire que pendant un an, la chaîne elle s'écroule. Et si la chaîne elle s'écroule, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élèves qui rentrent dans l'école. Et du coup, c'est des réelles conséquences. Et du coup, je me sens un petit peu bloqué. Parce que, justement, je me dis, j'aimerais bien prendre le temps de tester des choses comme ça. Parce que ça pourrait être aussi des vidéos à potentiel explosif, tu vois. Justement parce qu'elles sont différentes et c'est un truc particulier. Mais ça peut être aussi des vidéos, et comme celle-là d'ailleurs, la vidéo dont je te parle, elle a fait un énorme flop en termes de nombre de vues, c'est catastrophique. Et bah, comment mettre en place, j'ai pas la réponse, mais ce que je peux te dire en fait, et ce que je peux t'expliquer, c'est que tu penses certainement que quand toi tu auras un des travaux qui aura explosé, ou que peu importe, tous tes problèmes seront résolus et ce sera bon. Mais en fait, c'est cette conclusion que je vais avoir par rapport à ce point-là, c'est qu'en fait non. En fait non, tes problèmes ne sont pas résolus une fois que tu as une vidéo qui a explosé. Au contraire, je pense que finalement, la situation dans laquelle j'étais le plus à l'aise, c'était au tout début, quand je faisais mes vidéos en mode je m'en battais les couilles et c'était énorme, tu vois. Maintenant, le fait d'avoir créé quelque chose, alors ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je suis très content de ce qu'on a créé avec l'école et tout le reste, mais je me sens beaucoup moins libre en termes de, créativement maintenant, et aussi je me sens beaucoup plus sous pression quand je sors une vidéo, et c'est beaucoup moins agréable qu'au tout début quand je faisais en mode de toute façon je m'en bats les couilles, au final je fais 20 vues, je fais vraiment ce que je veux. Et là, sache-le, quand j'étais à cette époque, au début, je rêvais qu'une vidéo explose. J'étais en délire, ouais, on va faire ça va être trop bien et tout. Et quand une vidéo explosait, et genre quand le tuto sur le close d'instruction était explosé, j'en pouvais plus, c'était trop bien. Je me souviens, ça avait explosé quand j'avais été dans ma première année en école, parce que j'avais 16 ans, donc j'étais en seconde ou en première, et je vais dans ma première année d'études, et j'ai appris au bout de 2-3 semaines qu'il y avait des 4e années qui avaient regardé le tuto et qu'il avait trouvé vachement bien. Et j'ai fait putain, mais c'est énorme. Et j'étais super content, je trouvais ça incroyable. Je me suis dit, oh, trop excellent, des 4e années qui regardent un tuto que j'ai enregistré quand j'avais 16 ans, c'était ouf. Et je m'étais dit, ouais, c'est excellent, c'est ça. Et en fait, au final, la situation que j'ai eue par rapport aux vidéos à ce moment-là n'a fait que se dégrader en termes de créativité et de pression. Donc au final, je trouve que les moments où c'était le plus marrant de créer des vidéos et le plus libre, c'était au tout début. Alors, et le truc, c'est que je me rends bien compte que maintenant, ce serait impossible de retrouver cette situation-là. Sauf si en fait je décidais de tout plaquer, de fermer l'école et de recommencer à zéro. Mais évidemment, c'est pas ce que j'ai envie de faire, parce que ce qu'on a créé avec l'école, c'est trop bien. On aide un maximum d'élèves, et puis même, de toute façon, je vais pas fermer l'école s'il y a des élèves dedans, évidemment. Mais au-delà de ça, il y a plein de trucs, d'autres choses qui se passent qui sont excellentes dans cette structure-là. Mais par contre, sur la partie créativité, on est vachement plus restreint. Et je pense que ça explique aussi ce qui se passe, par exemple, avec des studios comme Marvel, Disney, etc. Et t'as l'impression que la qualité dégrade au fur et à mesure. En fait, je pense qu'ils se retrouvent enfermés dans ce même type de schéma. Cela étant dit, qu'est-ce que tu peux en tirer de ça ? En fait, ce que je veux te dire, c'est que toi, si tu écoutes ce podcast, il y a peut-être des chances que tu sois au début. C'est-à-dire que tu es en train d'apprendre la 3D et tu es en train de vouloir créer des choses, et tu te mets peut-être une pression énorme sur les excellents. J'ai envie de te dire un truc tout bête. Profite de ces moments-là, parce qu'en fait, c'est les moments où tu pourras être le plus créatif de toute ta carrière. Que ce soit d'ailleurs pour le hobby ou pas. C'est vraiment les moments, quand tu commences à créer, quand tu fais le premier épisode de ton truc, quand tu fais le premier turn de ta première modée ou ce que tu veux, c'est les moments où tu peux te permettre d'être le plus créatif et de le plus t'éclater, parce que tu n'as pas de pression et c'est énorme. Et c'est vraiment les meilleurs moments dont tu vas faire, sur lesquels tu vas kiffer. C'est vraiment excellent. Donc je pourrais juste te dire parce que je pense que le fait que ça décline, je pense que c'est quelque chose qui est... c'est indissociable en fait. Si tu as du succès, je pense que tu vas forcément du coup avoir ta créativité qui a décliné, parce que tu vas vouloir reproduire les succès antérieurs. Je pense que c'est assez naturel. Du coup, juste ce que je peux te dire, c'est profite. Profite quand tu es là, parce que en vrai c'est énorme, et tu vas voir que quand tu vas y être après, que ça aura fonctionné, tu vas regretter. Tu vas te retrouver dans la même situation que moi. Donc profite à mort, c'est énorme, et c'était vraiment la première conclusion que je voulais te donner, c'est que en fait la situation dans laquelle tu penses certainement qu'elle est nulle et qu'elle est à chier et que tu galères de ouf, mais en fait elle est pas si mal. Elle est pas si mal, parce que tu vois que cette liberté créative, quand tu l'as perdue, c'est vraiment trop chiant. Et s'il y a bien un truc moi qui me saoule aujourd'hui, c'est ça en grosse partie. Donc, et c'est pas du tout évident à reprendre. Justement, je vais parler des solutions que j'ai essayé de mettre en place, mais tu vas voir que c'est pas du tout évident. Donc
profites-en parce que c'est maintenant le plus kiffant. C'est ce que je dis souvent aussi aux élèves de l'école. Tu vois, les élèves de l'école, dans l'école, ils ont pas mal de projets à faire. Et je leur dis, sur ces projets-là, éclatez-vous, faites ce que vous voulez, faites des trucs vraiment what the fuck si vous avez envie. Faites-vous plaisir parce qu'en fait, c'est les seuls moments dans votre carrière où vous serez vraiment créatif. Une fois que vous travaillerez, vous n'aurez plus cette liberté-là. Quand vous serez dans une boîte, vous travaillerez pour le plan qu'on vous aura dit de faire et vous n'aurez quasiment aucune liberté créative. Et quand tu rentreras chez toi, tu seras crevé et tu auras tout sauf envie de faire de la 3D, à part si t'es un énorme passionné. Dans ce cas-là, tant mieux. Donc, tu vois qu'on se retrouve c'est marrant parce que il y a vraiment un côté où c'est un peu comme à la The Office. Peut-être que tu connais The Office, je sais pas si tu connais, si t'as pas vu cette série, c'est incroyable. À la fin, il y a un mec qui dit putain, c'est ouf parce que. Donc, en gros, juste pour faire le résumé, donc je parle de Andy, si tu connais The Office. Andy, tu vois, il arrive dans la saison 3, tu vois. Et en gros, The Office, c'est une boîte qui vend du papier. Et ce qui se passe, c'est que tu suis les employés de cette boîte et en vrai c'est énorme parce qu'ils sont tous excellents et c'est vraiment à se péter des barres. Mais il y a Andy qui dit un truc énorme. Je crois que c'est une des dernières phrases de la série et c'est assez ouf. Il dit quand tu le vois dans la série, il est toujours en train de dire ouais moi avant j'étais à Cornell machin c'était trop bien j'avais plein de potes. Donc Cornell c'est une grande école aux États-Unis je crois. Et il dit putain je manque de ouf, enfin ça me manque de ouf ces moments-là. Et il dit ça tout le long de la série jusqu'à la fin de The Office où il s'en va du bureau. Alors je sais pas s'il s'en va ou un truc comme ça, mais peu importe. Et là il dit un truc qui est vraiment ouf. Il dit putain mais c'est chiant parce que maintenant que je pars du coup, je veux dire de The Office, mais la boîte, elle s'appelle comment The Office. S'il y a des fans de The Office qui m'écoutent, vous devez être voilà, Dundee Mifflin, la Dunder Mifflin, pardon, Paper Company, c'est ça, Dunder Mifflin. Et donc, il dit voilà, maintenant que je vais partir de Dunder Mifflin, et le seul truc auquel je pense, c'est mes années dans cette boîte-là avec tous les potes que je me suis fait. Et il dit un truc trop marrant, il dit putain, ce serait cool de savoir pendant que t'es dans la situation qu'en fait c'est vraiment là que c'est trop cool. Parce qu'en fait, et je pense que c'est vraiment au final, c'est un personnage fictionnel, tu vois. Mais c'est quand même une bonne conclusion de la vie. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est une série qui est aussi excellente. C'est que ce qu'il dit, et c'est tout à fait vrai, c'est que en fait, tu ne profites jamais de la situation que tu as aujourd'hui. Et tu es tout le temps en train de te projeter dans le futur sur ce que tu pourrais avoir de mieux. Et alors évidemment, je dis pas parce que le truc c'est que quand on entend ça, on dirait ah oui, du coup il faut vivre dans le temps présent, il faut rien planifier, vivre au jour le jour. Et je pense pas du tout que ce soit vrai. Je pense que c'est très important de planifier ton futur, sinon ça va être très con. Mais cela étant dit, je pense que c'est aussi important de se rendre compte à un moment que la situation dans laquelle tu es à ce jour, en fait, elle est pas si mal. Et il y a peut-être une possibilité que d'ici quelques années, que tu arrives à l'endroit que tu te visais en tête, tu vois, et que tu es content et que tu pourrais appeler ça comme ton propre succès, mais que tu regrettes de ouf la situation dans laquelle tu étais avant, parce qu'en fait, dans la vie, en fait, rien n'est gratuit, tu peux pas tout avoir, en fait, il y a tout le temps des choses qui partent et qui viennent. Et là, c'est exactement ce qu'il dit, c'est que quand j'étais dans Dunder Mifflin, je pensais qu'à mes potes à Cornell au lieu de profiter des potes que j'avais à Dunder Mifflin. Et maintenant que je suis parti de Dunder Mifflin, je regrette de ouf de plus être avec ces gens-là parce que c'était énorme. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très vrai. Et c'est quelque chose que si c'est la conclusion qu'on doit faire de cette petite histoire que j'ai racontée et de ce petit bilan, ce premier bilan, parce qu'il y a d'autres trucs dont je veux parler, c'est ça, c'est que quand tu démarres, t'as l'avantage d'avoir une liberté créative et de pouvoir faire absolument ce que tu veux parce que personne te connaît et t'as aucune pression. Je pourrais simplement te dire, profites-en pour t'éclater parce que c'est un truc qui ne se reproduira pas si ça fonctionne. Et évidemment, c'est tout ce que je souhaite que ça fonctionne. Okay, donc voilà. Je passe à la partie 2 de ce podcast, mais de toute façon, il n'y a pas de plan, je sais pas combien de parties là, donc voilà. Hop, partie 2. alors. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, de quoi je vais faire le bilan? Alors, un autre truc dont je vais faire le bilan, et je pense à un projet aussi sur lequel qui va pouvoir, je pense, beaucoup t'aider parce que. Bah, tu vas voir. Alors, le projet dont je veux faire le bilan, c'est évidemment Space Warp. Alors, Space Warp, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de raconter rapidement l'histoire du truc parce que je pense que c'est important d'avoir le contexte pour comprendre comment j'ai réfléchi par rapport à ça. Il faut bien comprendre que le problème de créativité dont je t'ai parlé il y a quelques minutes. Oh putain, je suis essoufflé, je viens de faire un aller-retour dans l'escalier là. J'ai l'impression que je vais crever. Bref. Le problème dont je t'ai parlé il y a quelques minutes de créativité, c'est un problème en fait que j'ai depuis bien plus longtemps que juste cette année. C'est un truc qui a commencé à arriver en 2021. Donc ouais, là, ça va faire du coup 2 ans. Même 2 ans et demi. Et j'ai commencé à réfléchir à ça. Et je me dis, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de faire
c'est de faire des films, quoi. Réaliser des films, réaliser des animations 3D, ça a toujours été un énorme kiff. Et ça a toujours été, je pense, la partie du plus gros kiff euh, de ma carrière pro. Et cela étant dit, bah, le gros problème avec le fait de faire des films, et c'est le souci, quand au début tu en as rien à foutre, tu fais ce que tu veux, voilà, c'est le fun. Et j'ai fait beaucoup de films au début quand j'ai démarré, quand j'étais au lycée et tout, et c'était énorme. Mais quand t'as de la pression, etc., comme je t'ai dit, la contrainte que t'as, la contrainte qui arrive en fait avec ce succès relatif, c'est que tu dois continuer à engranger la roue, si je puis dire, pour amener continuellement un flux de personnes et du coup faire tourner la structure. Ça paraît assez logique. Et le problème avec le fait de faire un film, c'est que c'est extrêmement long à faire. C'est quand je dis extrêmement long, c'est genre on parle d'un an, tu vois. C'est très difficile et ça ne ramène quasiment pas de vues. Pas de vues, c'est pas rentable, tu peux gagner de l'argent avec, enfin bref, voilà. Et ça, c'est je pense le vrai truc qu'il faut se mettre en tête, c'est parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui écoutent ce podcast et vous avez en tête le rêve de faire un film et qui passe au cinéma, de passe en festival et tout, et que vous soyez ultra connu et que votre carrière démarre comme ça. Et non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça ne se passera pas comme ça. Quand tu mets un film, quand tu mets un court-métrage sur internet, tout le monde s'en bat les couilles. C'est vraiment un des types de médias qui est le plus boudé par les gens. La seule chaîne que j'ai réussi vraiment que j'ai vu réussir vraiment à faire éclater ce format, c'est Dust. D'ailleurs, si tu vas aller voir, c'est pas mieux. Mais encore, ça reste beaucoup de courts-métrages qui sont faits avec de la prise de vue réelle. Il y a très peu de 3D. Faire des courts-métrages en 3D, c'est extrêmement difficile, extrêmement long, et ce n'est pas du tout rentable. Donc, j'étais avec ce dilemme, tu vois, je me dis, moi, j'ai la pression de faire tourner la structure, mais je veux dire, je me suis quand même mis en indépendant, et puis après j'ai monté la structure Motion Live pour pouvoir faire ce que j'ai envie, ce que j'aime, tu vois. C'est quand même con de ne pas pouvoir faire ces fameux films qui me font vraiment autant kiffer, et où est-ce que je peux vraiment m'éclater et faire mettre ma créativité et tout, enfin, se marrer, quoi. C'est quand même con que je puisse pas le faire. Je veux dire, c'est vraiment, c'est le comble du comble, quoi. Donc j'ai réfléchi et je me dis putain, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est d'ailleurs comme ça, avant cette créativité, tu vois, en mi-2021, juste avant, j'avais fait le film Blender Osmala où je m'étais vraiment marré à le faire, mais tu vois, Blender Osmala, c'est 8 mois de taf, tu vois. 8 mois de taf pour 5 minutes. Je crois qu'il y a même plus de 8 mois, je crois qu'il y a même quasiment un an, enfin peu importe. Et encore une fois, même Blender Osmala, malgré le fait que c'était marrant à faire, ça restait encore un truc hyper associé à l'école, un truc hyper associé à la 3D, tu vois, Blender Osmala, etc. Il y a un moment, j'avais envie de raconter des histoires avec des personnages et je voulais pas que c'est de rapport avec la 3D, je voulais pas que c'est de rapport avec la formation, je voulais juste raconter une histoire fun en fait. Et je me dis, mais comment je peux faire ça sans cannibaliser ce qu'on a mis en place aujourd'hui, sans me tirer une énorme balle dans le pied, voilà. Et c'est là que j'ai eu du coup l'idée de Space Warp. Je me souviens, j'en parlais avec ma compagne au restaurant et je me dis, putain, j'ai vraiment envie de faire un truc de SF, un machin dans l'espace et tout, ça aurait été énorme. Mais voilà, et du coup, je lui explique. Il faut savoir que je parle beaucoup avec ma compagne de mes problèmes de business. Elle m'aide beaucoup à prendre des bonnes décisions. Il faut savoir que si t'es élève dans l'école et qu'il y a un jour un truc qui se passe moyen ou peu importe, il y a de grandes chances que j'ai parlé du coup à ma compagne de problèmes que tu as rencontrés pour qu'on trouve la meilleure solution. C'est assez rare que j'en parle pas. Enfin, peu importe. Cela étant dit, du coup, je lui dis, mais putain, comment on peut faire des thunes et tout. Et je réfléchis et on en parle, pas de solution. Et un jour, je tombe sur une vidéo de Marketing Mania. Je veux dire, si tu connais pas Marketing Mania, va voir, c'est vraiment trop bien comme chaîne, c'est super intéressant. Bon, peut-être que si t'es un gauchiste anticapitaliste, peut-être que tu as l'impression de regarder les vidéos du démon, mais si au contraire tu vois le monde dans sa nuance et dans sa complexité, peut-être que ça va t'intéresser, enfin peu importe. Ici du coup, dans cette vidéo, c'était comment Disney dévore ses concurrents, je crois. Alors je sais plus si c'est celle-là, mais en tout cas c'est celle-là, c'est parce que je crois qu'elle est sortie après celle-là, donc je suis pas certain que dans la timeline c'est bon, tu vois, mais peu importe. C'est celle-là qui m'a en tout cas le plus fait marquer. Ah non, c'est pas cette vidéo. Putain, mais je dis n'importe quoi. Non, la vidéo qui m'a le plus marqué, c'est la vidéo de Paul sur l'histoire de George Lucas. On va voir Paul d'ailleurs, elle est vachement bien, c'est sa chaîne. Paul, l'histoire de George Lucas. Et ça m'intéresse de ouf parce que George Lucas, c'est un mec qui a réussi à faire ça, qui a réussi à raconter une histoire complètement what the fuck en vrai quand il pense, et vivre de ça de manière extrêmement rentable. Je fais ok, il y a certainement des trucs à apprendre de ce mec. Donc je regarde la vidéo. Là, il dit un truc qui me reste dans le crâne et qui me fait exploser. Et je me souviens, je vois cette vidéo, il est 4h du matin. D'ailleurs, c'est le résumé de la vidéo que j'ai essayé de faire sur Space Warp il y a quelques mois, là, dont je t'ai parlé.
je vois ça, je pète un plomb. Il dit, en fait, il faut bien comprendre que travailler, enfin faire des films, réaliser des films et travailler dans les effets spéciaux, et Dieu sait qu'il lançait un truc sur les effets spéciaux, parce que George Lucas, c'est le mec qui a créé la boîte ILM, et ILM, c'est la plus grosse boîte d'effets spéciaux au monde aujourd'hui. Et le mec, il dit, ILM, tu vois, en fait, faire des effets spéciaux aujourd'hui, c'est pas rentable. Il dit, mot pour mot, tous les gens qui disent qu'ils font de l'argent avec les effets spéciaux, ils se foutent de ta gueule. Ils mentent comme des gros bâtards. Et moi, là, je vois ça, je bug, mais je bug de l'enfer. Je fais, c'est pas possible. Le mec a monté son entière carrière et il a vendu un truc, genre, je sais pas combien de milliards à Disney. Et une grosse partie de ce qui fait son succès, c'est les effets spéciaux. Le fait que Star Wars était si abusé en termes d'effets spéciaux et visuels à l'époque, c'est un gros morceau qui a fait son succès, parce que clairement, le scénario, c'était pas ça, tu vois. Et pour ceux qui sont fans de Star Wars dans l'audience, je suis fan aussi, mais bon, maintenant il faut être aussi honnête. Tu regardes le scénario de Star Wars 4. Bon, je veux dire, c'est quand même le prince qui vient sauver la princesse du méchant chevalier qui le détient dans sa tour, tu vois. C'est exactement ça, tu vois. Il n'y a rien d'original, c'est. Voilà quoi. Le 5 et le 6, ça devient déjà pas mal mieux, mais le 4. Mais il y a un truc qui fait que ça marche de ouf, et moi je pense que c'est en grande partie, l'univers, il a toute la partie créative dessus, et deux, visuellement c'était ouf en fait pour l'époque, c'était complètement démentiel. Donc ce mec, on va dire qu'il doit sa carrière à la réussite de ses effets spéciaux, le fait d'avoir monté son studio ILM pour faire Star Wars, et il dit, ouais en fait les gars, faire des effets spéciaux c'est pas rentable en fait. Là je fais, wow. Pourquoi il dit ça? Est-ce que je me dis, il peut pas avoir tort, tu vois. C'est pas possible, le gars, voilà, c'est sa vie. Donc et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai pas compris? Et je me dis, parce que si c'était pas rentable et tout court, pourquoi il a continué? Pourquoi derrière, il a encore fait 5 autres films, tu vois? Et en fait, il dit un autre truc qui est intéressant. Il dit, ce qui est rentable, c'est les figurines. Ils vendent des figurines, les produits dérivés, ça c'est une machine à fric. Il dit en fait la clé du succès de la licence Star Wars et des studios qui vont derrière, c'est pas en fait le fait que les films fonctionnent bien, c'est surtout en fait qu'on a vendu une tonne de produits dérivés, et ces produits dérivés ont permis de financer les films d'après et les studios, etc. Et je me suis dit putain, mais ça c'est vraiment pas con. Ça veut dire que tu dois avoir des produits à vendre à ton audience qui sont autres que la création en elle-même, même quand le truc sur lequel tu mets le plus d'énergie, c'est la création en elle-même. Et ça m'a vraiment choqué, parce que je me suis dit, mais attends, c'est vraiment étonnant ça, parce que, tu vois, moi, quand je réfléchis dans le mindset, dans le pattern de connaissances et de pensée que j'ai, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Tu fais le contenu gratuit, ton contenu gratuit, tu le fais très bien, mais le contenu, après, derrière, ou le produit que tu vas vendre à tes clients, lui, c'est le top du top, parce que tu le fais vendre, tu vois, c'est l'excellent, c'est le truc de malade. Mais là, ça renverse la balance, ça dit non, ton contenu gratuit, c'est le truc que tu rêves de faire, c'est un truc malade, tu mets toute l'énergie que tu veux dedans, tu t'éclates, genre Star Wars. Et en fait, il est tellement bien que ça va driver les ventes du reste, et en gros, tu vas faire acheter des figurines qui sont franchement éclatées, avec lesquelles tu vas jouer 2 jours, tu vois. Je suis putain. Là, je me prends une énorme claque à ce moment-là. Je me dis, ok, c'est peut-être ça la solution pour pouvoir faire, moi, le projet que j'ai envie de faire. Qui du coup à l'époque s'appelait pas Space Warp, mais en gros j'avais envie de raconter un truc vraiment cool, et je savais déjà que ça allait être de la SF, c'était un truc vraiment important pour moi, je voulais que ce soit de la SF, et je me suis dit ok, peut-être que c'est ça la solution pour que ce soit rentable. Et là je me suis dit, mais si je fais ça, il va falloir que déjà il faut que je trouve un truc concret à mettre en place, parce que là juste dire voilà, je vais pas m'amuser à vendre des figurines par exemple, tu vois, le process de faire une figurine, tu vois, c'est beaucoup trop complexe à mettre en place à mon échelle, donc il faut que je trouve un concept à ce niveau là. Et il faut que je vois si ça marche, parce que l'idée, quand on a tous été dans cette idée de pression créative, c'est que si ça marche pas, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas m'amuser à commencer à faire un projet qui ne marche pas pendant 3 ans et dire non mais c'est bon, on y va quand même, c'est pas grave. Donc comment je fais pour avoir le plus rapidement possible une réponse sur est-ce que ça va marcher ou pas, et faire un truc qui puisse être rentable sur le long terme, tout en ayant une création à la fin qui soit la plus créative possible, et où est-ce que je peux m'amuser et faire ce que je veux. La question à 100 000 €, je te l'accorde. Mais voilà la solution à laquelle je suis arrivé à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas certain que ça ait été la meilleure solution. Mais bon, on va y revenir, enfin on va en parler justement en faisant le bilan de ça. Donc la solution, c'est quoi? Que j'étais venu avec à l'époque, je me suis dit, bah tiens, j'ai qu'à faire un truc marrant.
le truc que j'ai en tête, je me dis, j'ai qu'à faire un petit jeu vidéo où les gens, ils sont dans l'espace, ils ont un petit vaisseau, et ils peuvent se déplacer de planète en planète. Et en fait, quand ils ont une planète, elle est à eux, quoi. Ils peuvent la renommer, ils peuvent juste la renommer, en fait. Voilà. Ils peuvent avoir une planète, et elle est à eux, elle est renommable, et tout le monde sait, du coup, que c'est eux qui sont propriétaires de cette planète. Ça, c'était le truc que j'avais en tête. Et je m'étais dit, comme ça, ce qui serait marrant, en fait, c'est que les gens, comme ils jouent aux jeux vidéo étant gratuit, ils vont se créer des petites planètes, etc. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce fond de jeux vidéo en tant qu'univers et environnement pour raconter les histoires que j'ai envie de raconter en 3D. Donc, je te donne un truc concret. Imaginons, tu as un joueur qui arrive sur une planète et qu'il l'appelle, j'en sais rien, moi, Alicia, tu vois. Voilà. Ou Alita, comme le film. Allez, on va dire Alita. Donc, il l'appelle Alita. Et notamment, tu vois, dans le jeu, tu peux. Enfin, c'était dans ce que j'avais en tête, parce que tu vois que ça a pas mal changé depuis, mais ce que j'avais en tête, c'est que tu verrais la planète, une petite photo, son atmosphère, s'il y a des gens dessus, etc. Donc, il a une planète qui détient et qui s'appelle Alita. Et il dit ok, voilà, c'est la mienne et tout. En fait, ce qui serait ouf, c'est que je me suis dit, alors après, dans les films, on pourrait tout à fait avoir une scène, une séquence de l'animation du film qui se passe justement sur cette planète Alita et qu'on en parle et qu'on parle du joueur, etc. Comme s'il faisait vraiment partie de l'univers en tant que tel, tu vois. Dans l'univers dans lequel se passe l'histoire. Et je me suis dit, en faisant ça, ce qui va être marrant, c'est que justement, du coup, on va pouvoir avoir un système où les gens sont vachement plus on va dire, motivés à regarder le film parce que justement, en fait, il y a peut-être cette chance qu'ils puissent voir un de leurs éléments du jeu dans le projet, ce qui serait vraiment marrant. Et ensuite, je me suis dit, en plus, s'ils jouent au jeu et qu'on rend les choses intéressantes, on pourrait pourquoi pas vendre des packs dans le jeu pour que les gens puissent faire des autres trucs, des skins, etc. Donc, deux solutions ici. L'une, donc pour le jeu, pouvant rendre le projet rentable. Ça, c'était la réponse que je me disais à l'époque. Et en fait, où est-ce que je me suis perdu, je pense, en cours de route, et ça, c'est ce qui s'est passé cette année, c'est qu'en fait, j'ai voulu. Parce que le problème, c'est que le jeu, comme je l'ai décrit là, pour moi, il me paraissait nul, en fait. Parce que le problème, c'est. Et je pense que j'ai peut-être fait une erreur là, c'est que j'ai commencé à comparer ce jeu-là avec les jeux qui existent, tu vois, les AAA, etc. Et là, je me suis rendu compte à quel point mon jeu était nul à chier, en fait. Tu peux juste déplacer une planète et renommer son truc, mais c'est quoi ce truc de merde? Genre, tu vas jouer 3 fois, puis t'en auras marre, en fait. Bon, là, la vérité, c'est que quand je me suis rendu compte, quand j'ai lancé avec des bêta-testeurs, je me suis rendu compte que les gens jouaient beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Donc, ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, malgré ça, c'est que j'ai pas réussi à enlever cette idée que le jeu était nul et du coup, j'ai voulu acheter plein de choses dedans. Et là, je pense que cette année, on a perdu énormément de temps avec ça parce qu'encore une fois, l'idée, c'était censé être de tester le projet, voir s'il serait rentable et de lancer le film. Et en fait, au final, là, ça fait quasiment un an et demi que je ne fais que développer le jeu parce qu'en fait, je trouve qu'il est pas assez bien. Et encore là, à l'heure où je te parle, il y a encore énormément de choses à faire. Et pour moi, on est à 5% de ce que j'avais en tête, tu vois. Donc là, on est sur un stade où vraiment le projet que j'avais mis en place et sur lequel je m'étais dit, ah, c'est une bonne idée. Là, je me dis, putain, on a quand même perdu énormément de temps. Ça fait 2 ans que c'est en cours, ce truc. Et au final, on n'a toujours pas créé un film. On est toujours sur ce projet de vidéo qui était censé être le projet annexe pour pouvoir justement regarder des films. Ça commence à me péter les couilles. Ça commence à me péter les couilles. Et c'est encore une fois pour te montrer à quel point c'est pas évident de faire un projet comme ça. C'est pour ça que, je répète, hein, quand tu n'as pas de pression au début et que tu fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, tu verras, c'est tellement libérateur au début. Parce que tu pourras plus le faire après. Donc là, je réfléchis, je me dis, ok. Là, il faut absolument trouver une solution. Et je me dis, bah, en fait, la solution c'est de lancer le jeu en public et voir ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on a fait là en octobre. C'était début octobre que j'ai fait ça. Et l'idée, c'était de voir si les gens accrochaient, tu vois. Et là, le truc que je suis obligé de me rendre compte, on va voir après sur le long terme, mais pour l'instant, c'est que les gens viennent jouer, mais ne reviennent pas. Les gens accrochent pas tant que ça, en fait. Après, j'ai pas encore eu beaucoup de statistiques parce que j'ai pas encore pris le temps de regarder parce que entre ça et différents éléments, en fait, après octobre, il y a eu une rentrée, donc je me suis coupé de l'école, donc c'était un peu compliqué. Donc, j'ai pas pu encore vraiment faire le bilan. Le bilan de tout ça, de ce lancement en octobre du jeu, va se faire là, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc, ça va vraiment être en fin d'année, là. Tout va être en bilan là. On va regarder les stats et voir un petit peu comment les gens jouent, etc. Mais peu importe, de ce que je vois pour l'instant, c'est pas brillant. C'est pas brillant. Donc, deuxième bilan, tu vois, là, Space Warp, pour l'instant, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Surtout que je me suis dit que si en début 2024, on n'a pas réussi à vendre au moins 500 euros à faire au moins 500 euros de chiffre d'affaires avec Space Warp, j'arrête le projet. Donc, voilà. Il me reste pas beaucoup de temps. Et le truc, je m'étais dit début 2024, là, tu vois, vu la période à laquelle je suis et la vitesse à laquelle on va, je sais même pas comment on va avoir un truc à vendre à des joueurs, alors qu'on a genre 100, tu vois, d'ici janvier 2024. Ça me paraît déjà intenable en termes de durée.
Donc il va peut-être falloir revoir ça, mais dans tous les cas, du coup, tu vois à quel point, encore une fois, c'est pas évident. Et de l'extérieur, ça peut paraître peut-être simple, tu vois, j'en sais rien. Mais de l'intérieur, en fait, c'est un énorme bordel. Et de la même manière, je n'ai aucune idée de si je vais pouvoir faire un jour ce film que j'ai envie de faire avec Space Warp. On va voir ça en janvier. Mais tout ça pour dire que il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'un jour tu as réussi à faire quelque chose qui a bien fonctionné que tu pourras le reproduire facilement. C'est pas non plus parce que, tu vois, là, tu pourrais te dire, ouais, bon, ça va, il a quasiment 20 000 abonnés, 10 000 abonnés sur YouTube, il a une structure, une école qui fonctionne bien, il fait des vidéos comme il veut, tu vois, et c'est vrai, je suis très content de ça d'ailleurs. Mais tu pourrais dire, bah, du coup, là, il peut lancer les projets qu'il veut, c'est super simple, tu vois. Et la vérité, c'est que non, c'est pas du tout super simple. Et je pense que ça, c'est un truc dont on est souvent victime, c'est que on se dit qu'à partir du moment où la personne a l'argent, c'est facile. Tu vois, tu te dis, voilà, on te donne 1 million, vas-y, fais un jeu. Tu dis, bah oui, avec 1 million, faire un jeu, c'est bidon. Et je peux te garantir que c'est absolument faux. En fait, c'est très, très, très difficile. Et l'argent ne résout absolument pas les problèmes. En fait, l'argent, ça te donne des opportunités, ça te donne des solutions pour accélérer, pour aller plus vite. Mais ça te résout pas du tout les soucis. Les soucis, les gens qui règlent les problèmes, c'est pas l'argent, c'est des humains, c'est des gens. Et pour trouver de ces gens qui règlent les problèmes ou pour savoir régler les problèmes, il faut ou se former, ou se former. Tout l'argent du monde ne pourra pas changer ça. Et en fait, un des gros trucs qui a fait que moi j'ai galéré, c'est toujours voilà, rendre ce jeu de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et en plus, la vérité, c'est que si on se rend compte que les gens restent pas sur le jeu et jouent plus aujourd'hui, enfin là, au début d'année prochaine, il y a certainement encore une partie où il va falloir améliorer le jeu si on veut continuer, tu vois. Donc, c'est ça, au-delà de ça, qui nous a mis dans le traquenard. Et tu vois, c'est encore une fois ça. Je pense qu'on est retombé dans le même problème de ok, le jeu doit fonctionner, il faut qu'il y ait des gens dessus pour qu'on puisse faire le film. Et du coup, on a la pression sur les épaules. Donc, cela étant dit, on se dit putain, merde. Là, on se dit putain, merde déjà parce que tu vois, on est retombé dans le même traquenard qu'au début. Tu vois, on voulait justement faire ce projet pour que je puisse créer un truc qui me plaise sans pression avec la créativité. Et au final, je me retrouve à faire un truc avec de la pression et peu de créativité parce que là, je suis juste en train de corriger des bugs depuis 3 mois. Donc, tu vois, ça prouve à quel point c'est pas simple. Ça prouve aussi à quel point, tu vois, là, le bilan, tu vois, pour l'instant de cette année, il est pas joli, tu vois. Pas joli. Bon, après, il y a plein de trucs positifs. Hein. Par exemple, c'est l'année, je crois, où on a fait entrer le plus d'élèves dans l'école. Donc, ça, je suis très content. Et c'est aussi, je pense, l'école H3 et 2. Le contenu n'a jamais été aussi léché et aussi stylé qu'aujourd'hui. S'il y a bien un truc, par contre, là où je suis très, 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 très content de ce qu'on a fait les 3 dernières années, c'est l'école H3 et 2. L'école H3 et 2, putain, c'est vraiment. J'essaie de voir ce qu'il y a à côté, tu vois, et ici, on est à des années-lumière devant. On est à des années-lumière devant. C'est fou, quoi. Même moi, j'enseigne en supérieur en physique aussi, dans le même domaine, hein, dans la 3D. J'enseigne de la post-prod notamment et de la 3D en général. Ils sont complètement à la ramasse à côté. Donc ça, je suis très très content et du coup, bon, ça c'est très positif. Mais sur le reste, tu vois que c'est pas du tout positif. Enfin, moi, tu vois, si je dois faire le bilan de cette année, tu vois, je dois faire en gros 100% c'était excellent et 0 c'était nul à chier, tu vois, je dirais que je suis à 25, tu vois. Et je pense que c'est important de bien comprendre ça, c'est que c'est pas, encore une fois, c'est pas parce que tu vois, tu pourrais dire, mais attends, le mec il a une structure qui fonctionne, n'importe qui rêverait d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube quand tu démarres. Oui, mais moi ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est pas parce que tu as eu ton premier succès au début et qui fait que ça a marché, tu vois. Moi je me souviens, la première fois que l'école a ouvert et j'ai eu des élèves, c'était incroyable, c'était un truc de malade mental. D'ailleurs, petite anecdote marrante, la première fois que j'ouvre l'école, j'ai eu une inscription et le mec s'est fait rembourser au bout de 30 jours. Et je me souviens, à l'époque, bon, il y avait beaucoup moins de contenu, c'était beaucoup moins cher aussi. Mais il avait regardé toutes les vidéos, il avait fait toutes les formations, et puis au bout de 30 jours, il s'était fait rembourser. Ça m'avait bien lancé, j'étais content. Mais en tous les cas, le jour où j'avais vu le mec qui était passé à l'action et qui avait choisi de rentrer dans mon cursus, j'étais super content et c'était vraiment c'était l'aboutissement d'un projet qui était énorme. Tu vois, je crois que j'avais pris un an et demi à juste faire la plateforme et tout ce que je voulais faire dessus. Et il y avait 5 ans de YouTube avant, derrière, qui avait amené toute cette expertise-là. Et du coup, j'étais vraiment super content. Mais, tu vois, cela étant dit, tu vois, là, on pourrait dire c'est gagné. Tu vois, 1 an plus tard, on a 5 élèves, 5 même plus, 10 élèves. L'année d'après, on en a 50. Et là, on commence vraiment à augmenter. L'année d'après, du coup, on passe à quasiment 100. Là, on est à 120, tu vois. Aujourd'hui où je parle, 123, je crois.
Tu vois, l'école, elle marche très bien, on est très content et elle me permet, moi, de mon côté, largement de vivre, tu vois, c'est super. Du coup, tu pourrais dire, bah, c'est gagné, tu vois, il n'y a plus rien à faire, tu vois, là, c'est le game over, tu vois. Mais en fait, non. En fait, c'est ça ce qui est ouf, c'est que non, pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, tu vois, aujourd'hui, si je devais comparer un petit peu, je pense, ma journée, si je devais faire un bilan de mes journées quotidiennes aujourd'hui par rapport à celle où j'étais en fin d'études, tu vois, et j'avais pas encore commencé, du coup, j'avais aucune pression sur ce que je faisais, et bah, je dirais que celles d'aujourd'hui sont moins plaisantes qu'avant. Alors que pourtant, je suis parti dans cette forme-là pour avoir le maximum de liberté et pouvoir créer ce que je veux, tu vois. C'est quand même marrant, tu vois. Et ce qui est étonnant, c'est que factuellement, si j'avais envie de m'arrêter aujourd'hui 1 an et créer ce que j'ai envie, je pourrais. Mais il y a vraiment une espèce de pression derrière qui m'empêche de faire ça. Je me dirais, mais attends, non, il faut faire tourner l'école, machin. Je peux pas me permettre de rien sortir pendant 1 an, ce serait n'importe quoi. Donc, pas évident du tout. Et du coup, ça te permet de faire un bilan et de vous comprendre un petit peu aussi comment ça se passe derrière les coulisses. Et enfin, comment tu peux tirer une conclusion de tout ça de ton côté. Bah, de la même manière, je te dirais que c'est en fait la même conclusion que je pense ce podcast on a depuis le début. C'est que tu fantasmes certainement beaucoup trop le métier que tu vas avoir. Je te donne un exemple très concret. Tu fais de la 3D et tu découvres la modélisation et tu fais la modélisation c'est trop bien. Je veux dire un modeleur 3D plus tard. Et là tu commences à aller lécher les offres, à regarder Disney, tu fais j'adorerais bosser chez Pixar plus tard, ça serait incroyable. Voilà, et tu rêves de ça, tu vois, c'est vraiment, c'est devenu un fantasme. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens c'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que déjà, tu es tout le temps en train de rêver à ça, et du coup, par comparaison, tu es tout le temps en train de dire, ouais, ce que je fais en ce moment, c'est de la merde, ça me saoule. Du coup, tu es tout le temps, tu n'es jamais dans ta partie créative maintenant, tu es tout le temps en train de imaginer ce que tu pourras faire plus tard qui va être incroyable. Okay, et tu sais ce qui est marrant, c'est que à un moment, tu vas arriver plus tard, tu vas travailler chez Pixar ou peu importe, et tu vas trouver ça nul. Tu vas trouver ça beaucoup moins bien que ce que tu avais imaginé. Tu vois, le nombre d'artistes même moi quand je t'en qui disaient ouais, moi j'aimerais trop travailler sur Marvel et tout. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes les artistes les plus malheureux et ceux qui sont tous en burn-out, c'est ceux qui bossent dans les studios pour Marvel. Et les gens ils disent bah ouais, mais c'est parce que Marvel ils payent pas et tout. Mais non, mais tais-toi, tu dis vraiment n'importe quoi. C'est vraiment ça, c'est montrer à quel point tu comprends pas l'industrie. Ça, tu prends un studio, donc tu prends Marvel par exemple, une branche de Disney. Et la réputation qu'ils ont dans l'industrie, c'est ouais, Marvel ils sont chiants, c'est vraiment des clients de merde, ils payent jamais et tout. Et là, je me dis, ok, bon, très bien. La première putain de remarque que je me fais en tête, c'est mais du coup, pourquoi tu bosses pour eux? Si c'est des clients chiants qui te pètent les couilles, pourquoi tu bosses pour eux? Et la vérité, la réponse elle est là. La réponse c'est parce que c'est le rêve de tout le monde de bosser pour Marvel. La vérité, c'est que les gens, ils veulent bosser pour Marvel pour avoir leur putain de nom écrit au générique de fin. Et le montrer à leurs potes, regarde, il y a mon nom dans le générique, c'est trop bien. Et le problème, c'est que quand tu as cette mentalité-là, tu te mets dans une situation qui est déjà précaire pour que ça se passe bien. Donc, c'est-à-dire que tu as un fantasme qui est absolu sur ton métier plus tard. Tu arrives sur l'industrie, et tu rêves tellement de bosser pour un Marvel, pour un Pixar, pour ce que tu veux, que si Marvel te dit viens, bosse gratuitement chez nous, tu dirais oui, tu vois. Donc t'es pire qu'une pute là, tu te fais éclater au sol. Et une fois que tu y es, tu fais non, mais c'est pas juste, je suis pas bien payé. mais t'es con. Mais évidemment que t'es bien payé, t'as tapé ta pute pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Et ça, c'est important de bien capter du coup. Et je pense que il faut faire très attention à quand tu fantasmes de manière absolue ton futur métier, parce qu'en fait, c'est pas aussi bien que tu crois en fait. Et c'est pour ça que je pense que moi, je dis tout le temps aux gens, attends, tu veux faire la 3D? Est-ce que déjà t'as pris le temps d'utiliser un soft 3D? Est-ce que tu t'es déjà installé devant ton ordi genre 3 heures et genre t'as ouvert Blender et t'as essayé de comprendre ce qui se passe? Est-ce que ça t'a plu? Parce que ça sera ton métier. Ton métier, ce sera de faire la 3D sur un PC tous les jours, de 9h à 18h. Si ça te plaît, ok, ça va être énorme. Mais si en fait le seul truc que t'as en tête, c'est l'espèce de fantasme de faire de l'animation 3D alors que t'as jamais testé un soft et qu'en fait tu vois des Disney, ça te fait rêver, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est vraiment le pire des plans. C'est le pire des plans. C'est le pire des plans. Donc tout ça pour dire, on a tendance à fantasmer beaucoup trop le futur. Moi y compris, tu l'as bien vu d'ailleurs, avec tout le bilan que je viens de te faire. Et pas assez apprécier le présent. Tu vois, je pense que ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, je pense que je dis ça. Et dans 3 ans, je me dirais, putain, c'était quand même bien il y a 3 ans.
Bref, peut-être que je réécouterai ce podcast et je me ferai rire. Mais en tout cas, je pense que c'est une des conclusions de cette histoire. On passe à à la troisième partie de ce podcast, parce que j'ai encore des trucs à dire. Donc, let's go. Troisième partie du podcast. De quoi j'ai envie de parler? Bon, là, du coup, globalement, j'ai fait avec toi mon bilan de l'année pro. J'ai pas grand chose de plus à ajouter là-dessus. Mais il y a quand même un truc inédit que j'ai fait cette année. C'est que j'ai invité un pro, si on veut, un enseignant plutôt, sur le podcast pour débattre avec lui des idées qu'on avait clairement qui étaient opposées. J'aimerais revenir là-dessus parce que je pense que c'est important parce que je pense que c'est un des mots MAUX, les plus présents dans notre société, je veux dire même pas industrie, société aujourd'hui, et je vais expliquer aussi pourquoi je pense que c'est dramatique qui est ça, et en quoi tu peux t'en détacher, parce que si tu t'en détaches pas, tu vas juste, c'est pas possible en fait, tu vas pas y arriver. Donc, let's go. Je remets un petit peu le contexte. Il y a quelques mois, j'ai fait un premier podcast sur la grève des auteurs et des acteurs aux États-Unis avec Ad Astra il y a quelques mois, et en gros j'expliquais que c'était vraiment une idée de merde de faire grève et que si tu faisais gréviste t'étais un gros con. J'exagère un peu les termes, mais c'est pour te montrer l'idée. C'était assez tranché, mais comme d'habitude au final la plupart de mes podcasts et de mes avis sont assez tranchés. Si j'ai un avis très nuancé, c'est rare que je l'exprime, du coup sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Et assez étonnamment, la plupart de mes avis sont relativement nuancés. C'est assez rare que j'ai un avis tranché, mais quand j'ai un avis tranché sur un sujet, c'est là que je trouve intéressant d'en parler, parce que c'est là que ça conflicte avec les autres. Du coup, ça donne des conversations qui sont intéressantes. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas mon avis, je le respecte pas. Je m'en fous, les gens peuvent ne pas avoir un avis. Et tu vas comprendre justement, tu vas voir d'ailleurs pourquoi. Derrière, tu peux avoir un avis différent de moi, c'est pas de souci, et je suis ouvert à la discussion. Mais par contre, quand j'ai un avis qui est ultra tranché, et que je le sais, j'aime bien en parler, parce que justement ça crée des discussions, ça crée des débats, ça énerve les gens, et c'est cool parce que c'est ce qui fait avancer les choses. Alors que quand tu as un avis très nuancé sur une question qui en fait, je sais pas, moi je dirais 98% de mes pensées sont extrêmement nuancées et sont même pas parfaitement établies, tu vois. Toi tu me demandes mon avis sur j'en sais rien, moi, l'économie globale, bah, je te dirais bon, c'est pas une question évidente quoi, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais par contre, voilà, notamment sur les grèves, j'ai un avis ultra tranché, je me suis dit, bah, du coup, c'est l'occasion d'en parler. Mon avis très tranché, c'est faire grève, c'est nul, arrête de faire ça, tu te tires une balle dans le pied. En gros, c'est ça, mon avis tranché. Donc, c'est quand tu fais grève, en fait, tu ne te rends pas service à toi-même, tu empires la situation pour toi-même. Alors, je ne vais pas revenir sur le pourquoi du comment, t'as qu'à aller écouter le podcast, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un mail d'un gars qui me dit, écoute Romain, je suis enseignant dans une école de 3D et j'arrête pas de recommander tes vidéos parce qu'elles sont trop bien. Mais là, vu ce que tu dis dans le podcast, désolé, mais je pourrais plus recommander à mes élèves parce que c'est du lavage de cerveau. Faut que j'exagère, mais c'est à peu près ça. Et bon, là, tu vois, de toute façon, quand tu reçois un mail qui t'insulte, tu réagis souvent assez mal, tu vois. Mais je me dis, bon, comment je peux tirer ça de la manière la plus intéressante possible. Et je me dis, ce serait intéressant d'inviter ce gars-là sur le podcast et qu'on en discute. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait d'en parler sur le podcast? Et puis comme ça, les gens pourront se faire un avis le plus perso possible. Et étonnamment, et ça c'est très, très cool de sa part, il a dit oui. Et du coup, c'était le podcast, c'est le dernier podcast, c'est celui juste avant celui-là, où on a la discussion sur la grève à l'Astra, etc. Et j'avais fait un bilan parce que c'était une première. Et c'est aussi un truc qui est important, je pense, parce que tu pourrais dire, mais ouais, mais bon, ok, c'est très intéressant que tu racontes ça, Romain, mais quel intérêt pour moi? L'intérêt pour toi, c'est qu'en fait, des débats avec des gens, t'en auras plein, et notamment, tu vas en avoir dans ton travail plus tard, en fait. Donc, c'est important que tu puisses exprimer tes points de vue et tes idées de la manière la plus intéressante et la plus, on va dire, convaincante et percutante possible, sans blesser la personne en face de toi, ça fait beaucoup de choses quand même, c'est pas évident. Tout en évitant de te faire ratatiner la gueule parce que tes arguments sont éclatés, par exemple. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, ça dépend énormément. Enfin, ça va jouer énormément sur le fait que tu vas te faire embaucher ou pas. Enfin, je veux dire, moi, je le vois avec mes élèves dans l'école. J'ai des élèves qui sont très à l'aise à l'oral et qui savent très bien expliquer leurs arguments. Ils se font embaucher direct. Et j'ai d'autres élèves qui ont beaucoup de mal à l'oral et sur le fait de s'exprimer et de se vendre. Et pourtant, ils ont le même sourire, même mieux. Mais eux, ils galèrent à se faire embaucher, quoi. C'est incroyable à quel point l'expression orale et le fait que tu sois à l'aise avec les gens en face de toi joue de manière
ultra importante sur le salaire que tu auras, parce que tu vas évidemment négocier comme un malade, si tu es à l'aise à l'oral, et aussi sur est-ce que juste tu es engagé ou pas. Bref, c'est un autre sujet, puis j'en ai déjà parlé pas mal dans d'autres podcasts, donc je te laisserai écouter. Mais là, je voudrais faire un bilan sur, du coup, sur cette, déjà sur cet échange que j'ai eu avec, j'ai oublié son prénom. Si j'entends ça, il va me tuer. Alors attends, ça doit être écrit logiquement sur le site quand même. Alors. Tac. Comment s'appelle ce monsieur? Jérémy, voilà. Donc c'était avec Jérémy, tu vois. Donc on en parle avec lui pendant 1h30, je crois. Et globalement, j'aimerais bien faire un bilan de ça parce que déjà, moi, j'ai pas trouvé que j'étais un très bon intervieweur dans cette discussion. En me réécoutant, je me suis trouvé assez agressif, ce qui n'est pas une bonne chose à avoir. Donc voilà, petite leçon à avoir. Si tu interviews quelqu'un ou même si tu discutes avec quelqu'un, ne sois pas agressif comme un fils de pute comme moi. Donc je me suis trouvé assez agressif et j'ai pas mal. Alors, au début ça allait, mais plus à la fin, je coupais souvent la parole et du coup ça. Déjà, c'est pas cool de couper la parole aux gens, ça c'est pas bon. Mais bon, après, si tu réécoutes le podcast, tu verras que aussi il partait souvent dans beaucoup de dissections sans répondre à la question, donc à un moment tu étais obligé de le couper, mais même au-delà de ça, évidemment, je l'ai coupé, j'aurais pas dû. Et aussi, un autre point important, c'est que le fait de toujours lui couper la parole et d'être toujours au taquet, en fait, j'ai raté des sujets intéressants sur lesquels on aurait pu parler, qui auraient été beaucoup mieux, et on est tombé, je l'ai attaqué sur des sujets dont on se battait les couilles royalement, et ça c'était pas ouf. C'était pas ouf, honnêtement, c'était pas hyper bien de ma part, et du coup, tu vois, le premier bilan que je peux te donner, c'est qu'en fait, quand on a une discussion avec quelqu'un qui est stressante, on a tendance à être à réagir assez à chaud, et à se donner peu le temps de réfléchir, tu vois, à ce qu'on va dire, à comment on va répondre, etc. C'était sur le coup, t'as envie d'aller vite, et en fait, ça te fait du coup faire pas mal d'erreurs, et notamment là, je trouve que je l'ai quand même pas mal fait, dans le sens, j'ai fait pas mal d'erreurs sur cette interview-là. Et donc, c'est pas ouf. Donc, bilan, pareil, encore une fois, pas incroyable. Mais, du coup, ça me donne des idées sur des notions, plutôt, sur comment je devrais, on va dire, intégrer ça dans les futurs podcasts, si jamais je réinterviewe des gens. Donc, j'essaierai de faire moins le fils de pute en coupant moins la parole. Et je pense aussi que j'essaierai d'être moins... J'étais assez attaquant, en fait. Et je pense pas que c'était la bonne méthode à avoir. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça et qu'est-ce que toi tu peux en tirer? Le premier truc que tu peux en tirer, c'est que malgré le fait que j'ai discuté avec Jérémy de tout ça et qu'il y avait pas mal de points dont il a parlé qui étaient très pertinents, déjà le premier truc c'est que mon avis sur la grève en général n'a absolument pas changé, si ce n'est qu'il a été renforcé. Donc, malgré le fait que je pense pas avoir été meilleurs intervieweurs, ça change rien au fait que, par contre, pour le coup, l'avis sur la grève n'a pas été du tout renforcé. Enfin, ça n'a pas été du tout, on va dire, ça n'a pas aidé du tout en sa faveur, entre guillemets, si je puis dire. Et mon avis sur la grève a été encore plus négative à la fin de cette interview qu'avant. Donc, ça n'a pas de bol. Mais surtout aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que je me suis posé la question, tu vois, quand j'ai eu cette interview avec ce gars, je me suis posé, est-ce que ce qu'il dit, en fait, est-ce que le débat qu'on a là, est-ce que ça a une réalité sur le monde pro? Parce que c'est toujours ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que je veux t'amener dans Motion Life Teach, le podcast, l'école H3A2 et tout le reste. C'est ce que je te raconte là, est-ce que ce que je te dis, est-ce que c'est une réalité dans le monde professionnel, ou est-ce que c'est des trucs que j'invente comme un attardé? Et en fait, on pourrait se dire, c'est simple en fait. Tu sais très bien si t'inventes des trucs. Mais en fait, non. C'est pas du tout évident de savoir ça. Alors, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, la plupart des avis, et c'est certainement le cas pour toi aussi, la plupart des avis qu'on se fait naturellement, en fait, on se les fait pas tout seul. La plupart des avis qu'on se fait, en fait, la plupart du temps, en fait, c'est les avis de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a dit un truc, on l'a retenu, on a trouvé ça intelligent et on l'a gardé pour nous. Le problème, c'est que quand tu réagis comme ça, on fait tout ça, hein, pareil, je suis le premier. C'est que tu ne sais pas si le mec, ce qu'il t'a dit, c'était vrai, en fait. Et il y a beaucoup d'avis, en fait, et t'en as tellement qui sont faits comme ça que tu sais même plus que ça ne vient pas de toi. Mais du coup, ils sont faux parce qu'en fait, tu les as pas découvert selon l'expérience, mais tu les as découvert selon quelqu'un d'autre. L'autre truc, c'est que tu peux aussi avoir un avis qui a été fait sur l'expérience, qui est mieux, mais peut-être que l'expérience que tu as eue a été exceptionnelle, c'était pas la norme, et du coup, tu as quand même un avis qui est faux. Donc, c'est très difficile d'être sûr que ce que tu racontes, c'est pas complètement à côté de la plaque. C'est pour ça que je dis tout le temps, mais vérifiez par vous-même. Ne me faites pas confiance sur parole, c'est super con.
Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omnipotent, mes couilles là. Je ne sais rien. Je sais seulement de ce que j'ai vécu de ma petite expérience de 26 ans, qui a démarré quand j'en avais 20. Il y a encore énormément de choses que je ne connais pas. Prends ce que je te dis et vérifie-le. Bref, bon, ça c'était la petite parenthèse. Du coup, à la fin de cette conversation avec ce gars-là, je me suis dit, putain, ce serait quand même cool d'avoir une confirmation expérimentale sur le monde pro qu'il y en ait un de nous deux qui disent des choses vraies, tu vois. Et ce qui est cool, c'est que ça arrive en fait. Ça arrivait parce que justement, dans la saga Astra, moi j'ai eu 2 élèves qui se sont fait embaucher et qui m'ont raconté un petit peu comment se passaient les salaires, etc. Et j'étais très très content parce que justement, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ça collait exactement avec ce que j'expliquais à chaque fois. C'est que la personne la mieux payée, c'est la personne la plus compétente et surtout la personne qui sait le mieux négocier son salaire. Imaginez que tous les juniors sont payés au même prix, c'est vraiment être attardé. Ça veut dire solo et tard. Peut-être qu'il y en a qui auront la référence. Donc ça, j'étais vraiment content parce que je me suis dit, ok, cool. L'intuition que j'ai, les expériences que j'ai eues de passé où ça s'est confirmé, ça se confirme encore aujourd'hui, c'est super. Donc ça, c'est important parce que c'est quelque chose, tu vois, qui va me donner un peu plus de confiance dans cette conviction-là, c'est que en fait, est-ce que ça se confirme sur le monde pro? Et c'est un des trucs que j'essaie de faire le plus souvent possible, et ça c'est un gros bilan de cette année-là, et ça c'est un bilan je pense positif, c'est que cette année dans l'école on a eu 12 ou 14 intervenants, je crois que c'est 12, et à chaque fois ces intervenants extérieurs, maintenant je me suis dit, à chaque fois que je les rencontre, je leur parle, je discute avec eux genre une demi-heure, 45 minutes, avant qu'ils interviennent dans l'école, et je leur pose pas mal de questions sur comment se passe le métier, etc., le domaine. Et c'est simplement en fait, donc évidemment ça c'est juste pour m'intéresser à eux parce que c'est très intéressant, mais au-delà de ça, ça me permet aussi de voir si les idées mentales que j'ai de la situation d'aujourd'hui dans l'industrie, est-ce qu'on le sent en phase avec ce que la personne me raconte ou est-ce que je suis à côté? Et ça me permet de réagencer ces idées, de les décaler au besoin et d'être le plus sûr possible d'être calé sur l'expérience la plus proche de moi. Alors évidemment, je parle toujours de quelqu'un, tu vois, c'est pas comme si là, ça fait un bout de temps que j'ai plus été dans un studio, tu vois, mais en tout cas, ça me permet d'avoir une vision de l'industrie qui est la plus proche possible de l'industrie réelle. Ce qui n'est pas du tout. Et on a l'impression que c'est facile à avoir et c'est vraiment difficile. Donc, ça, je pense que c'est un bon bilan. C'est que je pense que cette année, avec l'arrivée des intervenants et aussi avec pas mal d'élèves qui ont commencé à bosser, et ça m'a permis de affiner encore un peu plus mon regard et la vision de l'industrie et qu'elle soit encore un peu plus proche de ce qui se passe dans la réalité. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Et la conclusion que je dois te donner par rapport à ça, c'est, là, je vais être très très franc avec toi, elle est très simple. C'est ne crois pas ce qu'on te dit. C'est vraiment le truc que je dois te dire, juste trop basique. Ne crois pas ce qu'on te dit, surtout dans notre domaine. Alors pourquoi? C'est parce que le problème, c'est que dans notre domaine, comme c'est un domaine un peu artistique, absolument tous les fils de pute de la Terre ont un avis. Tous les gens ont un avis alors qu'ils savent même pas ce que c'est la 3D, ils savent rien, mais ils ont un putain d'avis sur oui, tel film c'est bien, tel film c'est pas bien, oh, t'as vu les effets spéciaux, c'est bien fait, hein. Enculé. Tout le monde a un putain d'avis de merde et tout le monde va te le rabâcher en tête. C'est un peu comme un sujet comme l'immobilier. Tu vois. L'immobilier, personne n'a jamais fait d'immobilier, mais tout le monde a un putain d'avis. C'est pareil. Tout le monde dit ouais, il faut acheter là, il faut vendre là. Tu vois, là on est dans une courbe montante, descendante. Là en ce moment les prix sont élevés. Gna, gna, gna. Mais ta gueule, c'est que ta gueule, t'as rien acheté de ta vie ou t'as acheté ta résidence principale. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien en fait. Tu sais même pas de quoi tu parles. Et en 3D, sur l'audiovisuel en général, les gens c'est pareil. Alors, tu sais, hein, c'est pas un métier avec beaucoup de débouchés, hein, ils ont l'impression que quand tu vas faire 3D, c'est acteur, tu vois. Tu sais, hein, c'est des métiers difficiles, hein, il faudrait pas que tu te retrouves à faire du dessin dans la rue. Hein. Wow. Donc, quelle conclusion tirer de ça? C'est ne crois pas tout ça en fait, parce que c'est des gens qui ont des avis, qui sont des on-dit, parce qu'ils ont écouté ce qu'on leur a dit. Des on-dit qui sont venus évidemment de la mauvaise source, hein, qui est souvent en fait la source des informations, parce que souvent ce genre de remarques-là, tu les as de tes parents souvent, ou en tout cas des gens de leur âge. Je sais pas à quel âge t'as après, mais globalement c'est à peu près ça. En gros, des gens qui sont entre la 30 et la quarantaine, tu vois, peut-être un peu plus 50, tu vois. Et donc c'est les infos, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est à peu près le pire endroit où tu peux prendre ta source d'information. C'est juste abusé à quel point tout est pété et éclaté au sol. Absolument tout est biaisé, il n'y a rien qui est vérifié, c'est fou. Le nombre d'informations qui sont factuellement fausses aux informations, c'est juste délirant. Donc c'est vraiment pas là qu'il faut aller regarder ce qui se passe. Et cela étant dit, du coup,
ne crois pas ces gens-là. Et en fait, ces gens-là vont te démotiver, ils vont te déprimer. Et c'est horrible, hein, parce qu'en plus, même si tu te dis je ne les crois pas, ça a quand même un impact vraiment physiologique et psychique sur toi. Tu vas voir que ça va quand même te déprimer, même si tu dis non, mais ils aillent se faire foutre. Mais bon, c'est quand même mieux de faire ça que de rien faire. Et ne crois pas, et crois des gens dont c'est le métier en fait. Je veux dire, si ta mère te dit, tu sais, hein, c'est un métier, il n'y a pas beaucoup de débouchés, hein, et puis tu sais, il faut savoir dessiner hein, pour faire ça, toi tu sais pas dessiner, hein, tu sais, c'est pas du code, hein, c'est pas pareil. Voilà, ta mère va peut-être te dire un truc comme ça. Et un autre gars qui te dit, voilà, qui lui travaille dans l'industrie, il te dit, non, mais en fait, moi ce que je fais tous les jours, ça ressemble plus à un métier de développeur qu'à un dessinateur. J'ai un métier très technique et il y a un débouché de malade parce qu'il n'y a personne dans ce domaine-là, il y en a besoin partout, hein, donc c'est notamment ce qu'on appelle un tech artist, c'est ce que je viens de décrire. Tu te rends bien compte que l'avis du mec qui travaille dans le domaine a quand même un indice de confiance qui est infiniment plus élevé que celui de ta mère. Et moi, ce que je peux te dire, du coup, c'est que tant que tu n'as pas eu des avis de gens qui vivent, qui travaillent dans le domaine, quand je dis qu'ils travaillent dans le domaine, c'est vraiment des gens qui travaillent. Genre qui sont dans un studio, qui travaillent. Pas moi, du coup. Des gens qui travaillent. Alors, ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'on fait intervenir les gens dans l'école, des gens qui travaillent dans l'école tous les mois, parce que à chaque fois, moi, je leur pose des questions pendant l'intervention, c'est une intervention en live, pour qu'on ait des avis de gens qui travaillent. En plus, qu'on a plein de gens avec plein de métiers différents, on a des avis qui sont parfois différents, parfois qui se contredisent, et du coup, tout le monde veut trouver un petit peu chaussure à son pied. Mais c'est vraiment important de bien comprendre ça, parce que, en fait, je pense que, et c'était le cas aussi de mon côté, c'est qu'en fait, on a tendance à se faire un avis trop vite. On a tendance à se dire, ah, voilà, ma mère, elle m'a dit ça, mon prof de français, il m'a dit ça, mon prof de 3D m'a dit ça, et il y a un autre truc aussi, hein, parce que si t'es en école supérieure, ce que te disent les profs, d'expérience, hein, c'est éclaté au sol. Hein, sur le monde du boulot, alors, ça dépend, mais si le prof bosse régulièrement, il suffit d'aller voir sur LinkedIn, hein, ok. Mais s'il n'a pas bossé depuis 10 ans et qu'il est que seulement dans l'école, encore une fois, il suffit d'aller voir il suffit d'aller voir sur LinkedIn, tout ce qui va être raconté est absolument éclaté au sol. Un autre truc aussi, genre tu vas certainement avoir des conseils, j'en sais rien, moi, de la direction pédagogique, de tous ces trucs, de ces machins. Pareil, ces gens-là ne travaillent pas, ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. C'est aberrant ce que je vois sur ce genre de truc, sur ce que demande la direction pédagogique à ses élèves, en leur disant oui, c'est pour votre avenir. Non, c'est pas pour leur avenir. Non, vous vous foutez de leur gueule parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je veux dire, un directeur pédagogique en école n'a aucune idée de comment se passe un recrutement en infographie 3D, surtout si lui n'a jamais fait de 3D. Et malheureusement, c'est la norme. Donc, important de bien capter ça, c'est que fais-toi un avis au maximum, si possible, sur l'expérience, sur ton expérience, ou sur l'expérience de gens qui sont le plus proche possible de où est-ce que tu veux aller. Donc si tu veux devenir tech artiste par exemple, essaie d'avoir des expériences de gens qui sont déjà tech artistes. Et c'est assez facile à avoir en vrai, un message LinkedIn, un message sur Discord, tu peux avoir des gens, genre t'en envoies 15, t'auras 2 ou 3 réponses. Ce sera déjà mieux, ça te donnera plus de valeur, et tu pourras te faire un avis un peu plus concret sur ce qu'il faut faire, que si tu te bases sur l'avis de ta mère. Ok ? Et enfin, je vais conclure avec ça, j'en ai déjà parlé je crois, sur le bilan de 2022, je sais pas si j'avais fait un bilan, peu importe, mais je pense que c'est important d'en parler. Nous sommes frappés aujourd'hui par une épidémie déplorable. Et je pense que c'est mon devoir, mon envie, je sais pas, m'en branle. C'est cool, c'est ça que j'aime bien avec le podcast, c'est vraiment un endroit où je peux, par contre là pour le coup, je suis sans pression. C'est pour ça que j'aime bien en faire, d'ailleurs. Je crois que c'est le seul endroit créatif de la structure Motion Live où je me permets vraiment de raconter tout ce que je veux et de toute façon je le poste et je m'en fous, on verra bien, parce que de toute façon en fait, je sais que c'est un truc qui est... de toute façon ces gens ils passent pas en fait, il y a très peu de gens qui l'écoutent et les gens qui l'écoutent souvent ils sont déjà hyper fans et du coup c'est trop bien, donc c'est vrai que j'aime bien. Donc bref, qu'est-ce que j'ai raconté? Oui, nous sommes victimes d'une épidémie absolument dramatique qui touche nos jeunes aujourd'hui. Je dis nos jeunes comme si j'étais un énorme vieux alors que j'ai 26 ans, mais bon. Quelle est cette épidémie? Cette épidémie est lamentable en fait et dramatique. C'est l'épidémie, la première, il y en a deux, mais la première épidémie, c'est l'épidémie de nullité en fait. C'est abusé comment les gens, les jeunes aujourd'hui sont nuls. Vous êtes nuls. T'es nul, t'es jeune, tu es nul. Excuse-moi. Alors en plus, c'est certainement pas. En plus, il y a de grandes chances que ce soit pas de ta faute, ou en tout cas pas entièrement.
Mais alors pourquoi je dis ça? Simplement, je regarde les statistiques du niveau scolaire moyen de maths, physique, etc. Sur les dernières années. Je vois à quel point la France descend, tu vois. Je vois aussi le niveau moyen des jeunes que je côtoie. Enfin, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et ça, c'est la première pandémie. Et la vérité, c'est que c'est assez sidérant quand on y pense. On est dans un monde où apprendre un nouveau truc n'a jamais été aussi facile, tu vois. Aujourd'hui, apprendre une nouvelle technologie, apprendre les mathématiques, apprendre de nouveaux concepts avec ChatGPT, ça n'a jamais été aussi. Putain, c'est un cheat code, les mecs. C'est un cheat code. Sans déconner, j'aurais eu ça, moi, quand je passais mon bac, mais laisse tomber le bordel que ça aurait été. Genre, putain, mais pareil, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est un cheat code, ce truc, ChatGPT. Et à côté de ça, les gens n'ont jamais été aussi éclatés au sol. Qu'est-ce qui se passe? Et le souci, c'est que c'est une épidémie un peu triste parce que pour faire des métiers comme la 3D, en fait, c'est pas des métiers où tu peux être con. Je suis désolé, mais tu dois avoir une certaine logique. Il faut que tu comprennes ce que c'est un vecteur, un produit vectoriel, des mathématiques, ce que c'est une courbe, le principe comment on appelle ça, de rétention de mouvement, le principe de conservation de poids, de conservation de volume. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont basiques et qu'il faut comprendre pour faire la 3D, tu vois. Et encore, c'est une infime partie là. Et si on a que des gens qui sont de plus en plus cons qui arrivent parce qu'ils sont pas formés, comment tu veux que ça se passe bien? Et ça, c'est vraiment le premier point à capter. D'ailleurs, tous les gens qui disent oui, la 3D c'est un métier artistique, ta gueule. Mais vraiment, tais-toi. Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, non. Fais Pipeline TD, tu vas voir à quel point c'est artistique. Pipeline TD, c'est un des métiers les plus techniques et pourtant c'est de la 3D. Je peux te dire que tu as intérêt à en faire des maths. Donc, bref. Du coup, tout ça pour dire que si tu es aujourd'hui dans ce cas-là, si tu te trouves sous-éduqué, si tu as l'impression d'être une merde en maths, par exemple, une merde dans ce que tu veux, et que tu te dis ouais, bon, pire, c'est pas grave, et ben je te le dis, c'est grave. C'est extrêmement grave. Parce qu'en fait, ta capacité à t'éduquer va avoir un impact direct, astronomique sur où est-ce que tu seras dans 5-10 ans. Alors, attention, je te dis pas de dire non, mais c'est parce que j'ai une mauvaise moyenne en maths, du coup, il faut que je prenne des cours de maths. C'est pas exactement ça ce que je suis en train de dire. Parce que si par exemple, tu veux faire, j'en sais rien moi, concept artiste, prendre des cours de maths, c'est pas le truc le plus important. Je ferais mieux de prendre des cours de dessin, par exemple, pour être concept artiste. Si tu veux faire Pipeline TD, comme j'ai expliqué tout à l'heure, prendre des maths, un cours de maths, ça peut être bien. Ce qui est encore plus important en Pipeline TD, c'est prendre des cours de data managing. Donc, comment fonctionne la data en informatique et comment tu la transfères d'un logiciel à un autre. Et oui, c'est un vrai domaine. Euh, Bref, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est forme-toi, éduque-toi dans des éléments, dans des systèmes qui ont un réel impact positif dans ta vie, tu vois. Je veux dire, si demain, tu ne sais plus comment, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on avait appris en études qui servait absolument à rien, qui était éclaté. Après, encore une fois, qui servait à rien, ça dépend dans quel domaine tu pars, mais je crois que je me souviens, j'avais appris en SVT, par exemple, qu'il y avait certaines roches qui étaient machin, ou je sais pas quoi. Voilà. Imaginons ça. Bon, je suis pas géologiste, donc je m'en bats pas mal les couilles de savoir qu'il y a des sédiments dans je sais pas quelle roche. Tu vois, je te dis pas d'aller réapprendre ça sert à rien, à part si tu veux faire géologiste, tu vois. Mais par contre, le fait d'avoir des bases, déjà, il faut comprendre, bases mathématiques, bases physiques, c'est la base en fait. T'en as besoin tout le temps. T'en as besoin absolument tout le temps. Ta bagnole elle a un problème, si tu as des bases mathématiques et des bases physiques, tu peux commencer à essayer de trouver une solution. Ou en tout cas à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tu fais de la 3D, des maths et de la physique, il y en a absolument partout. Tu fais de la dynamique et de la simulation, putain, il n'y a que ça. Tu fais de l'animation, il n'y a que ça. Tu fais. Le logiciel marche qu'avec des maths, c'est des produits vectoriels et des produits matriciels. Enfin, c'est juste que ça. Que ça, que ça, que ça. Donc le premier truc que je peux te dire, c'est que nous sommes victimes d'une épidémie catastrophique de gens qui sont nuls. Pourquoi ils sont nuls? Parce que j'en ai déjà parlé, mais le système scolaire en France est éclaté au sol. Et c'est de pire en pire, c'est vraiment pathétique, je vais y revenir. Mais du coup, le souci, c'est que toi, que tu sois sorti de l'école ou non, tu ne peux pas, de toute façon, te baser sur l'éducation que tu es en train d'avoir ou celle que tu as eue. Parce qu'elle est à chier en fait. Elle est absolument, complètement, drastiquement éloignée du monde réel, beaucoup trop éloignée du monde réel. Et plus elle avance, plus en fait elle prend du retard. Donc il y en a qui disent que c'est décadent. En fait, non. Le niveau scolaire est pas décadent. Je pense qu'il a préparé. Bon, après, c'était un peu moins bien chaque année, mais ça va. Et c'est surtout en fait que le monde à côté, il avance à une vitesse démentielle.
C'est surtout ça qui se passe en fait. Et donc tu te retrouves avec des profs qui savent pas utiliser un ordi, et tu rigoles, mais il y en a, hein, face à des élèves qui comprennent comment utiliser ChatGPT sur leur téléphone, tu vois. Évidemment qu'il y a un problème. Comment tu peux pas voir ça, espèce de débile? Enfin bref. Donc tu peux pas te baser là-dessus. Donc moi, le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment forme-toi de manière personnelle. Forme-toi de manière personnelle. Il faut absolument que tu élèves ton niveau intellectuel dans les domaines qui sont proches de ce que tu veux faire plus tard, le plus vite et le plus sérieusement possible. C'est tellement important d'avoir des bases et des fondamentaux solides. C'est incroyable comment ça t'ouvre des portes après. Donc forme-toi. Genre par exemple, tu vois, si tu veux faire de la 3D, et bah, des bonnes bases à avoir, c'est des bases en géométrie. Tu as des bases en géométrie du type, par exemple, je peux même te dire aujourd'hui, moi cette année, je reprends des cours de maths pour te dire à quel point c'est important. Et des bases en géométrie, tu vois, c'est très important pour comprendre comment translater, scaler un objet, le rotationner, pourquoi tu auras des bugs quand tu as une loupe de parents ou peu importe. Et c'est des choses qu'on utilise tout le temps, genre notamment en rig ou ce genre de truc, tu vois. Quand tu fais de la physique, quand tu fais de l'animation, c'est quand même vachement important d'avoir des bases de physique, comprendre ce que sont les forces, la conservation des forces, comprendre ce que c'est la conservation du volume, etc. C'est vachement important, tu vois, quand tu animes, de comprendre que oui, si le personnage va là-bas, bah, s'il a du momentum, du coup il va continuer à aller là-bas et la force va diminuer au fur et à mesure, tu vois. Important. Bref. Donc, et des bases fondamentaux. Et le deuxième, du coup, donc première épidémie, comment tu la résous? Tu te formes toi-même. Il n'y a pas de solution, c'est comme ça, c'est la vie. Au lieu de regarder Netflix comme un porc, et bah tu te prends un putain de cours de maths. Ou autre chose, je ne sais pas, mais voilà. Et une autre épidémie qui est absolument dramatique, et c'est peut-être la pire, et ça c'est un truc que plus les années passent et plus je le vois, parce que tu vois, l'école aujourd'hui, elle a 5 ans, tu vois. Okay. 5 ans, en 5 ans, j'ai senti drastiquement la motivation des gens entrant dans l'école baisser. Voilà. Donc c'est-à-dire que les élèves que j'avais il y a 5 ans, quand ils rentraient dans l'école, je les sentais beaucoup plus motivés que les élèves qui rentrent aujourd'hui. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, je vais plutôt te donner une raison que moi je pense être, on va dire, j'ai fait une analyse, tu vois, de ma vie, de ce qui est autour de moi, et j'ai essayé de trouver des conclusions à tout ça. Et en fait, c'est que quand et c'est après tu regardes les études, tu vois, c'est quand tu reparles à un jeune, à des gens qui sont encore en études, ou même à des gens qui veulent se reconvertir, au final, en fait, la plupart des gens, et de plus en plus, en tout cas, c'est la vision que j'en ai, c'est le ressenti que j'ai, les gens sont moins motivés et surtout, ils sont plus déprimés. Donc, on est face à une épidémie de déprime. Et tu me diras si t'as l'impression que c'est similaire ou pas, de ton côté, mais moi, de mon côté, c'est vraiment l'impression que j'ai de l'entourage lointain que j'ai. Mon entourage proche, ça va, mais l'entourage lointain que j'ai, les gens qui effleurent l'école, les gens qui veulent rentrer, qui rentrent ou qui rentrent pas, d'ailleurs, ça dépend, en fonction de leur niveau de motivation, etc. Mais on est face à une épidémie de déprime. Et la mentalité que beaucoup de gens avaient il y a quelques années, en temps d'école, de je vais tout défoncer, ça va être énorme, je l'ai de moins en moins, et j'ai de plus en plus de non, mais tu sais, c'est dur. Hein. Et ça, c'est un problème parce que j'arrête pas de le dire, hein, l'animation 3D, c'est un métier qui est assez difficile à apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est assez complexe, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à implémenter pour que ça fonctionne, il ne faut pas planter à beaucoup d'étapes, il faut avoir vraiment une compréhension globale de tous les principes. Vraiment pas évident. C'est passionnant, mais c'est pas évident. Si tu commences à dire ah non mais c'est difficile, hein, évidemment ça va pas le faire. Et c'est vraiment voilà, si je dois faire un bilan de l'état d'esprit des gens que je rencontre au fur et à mesure des années, et ben cette année elle a été la pire, sans surprise. Et alors je sais pas, j'imagine que le Covid a joué, tu vois, j'en sais rien, mais après l'idée c'est pas de trouver des excuses, mais arrêtez de chialer, putain, vous pétez les couilles. Vous faites chier en fait, vous faites vraiment chier parce que déjà en chialant c'est pas comme ça que ça marche en fait, c'est pas ça qui fait que tu trouves une solution, tu vois. Beaucoup plus en plus cette mentalité de victime de merde là, putain, mais ah là, est-ce que ça m'énerve. C'est pas possible quoi, ah non mais c'est pas de ma faute, ta gueule, putain de bordel, putain mais bouge ton cul.
Donc voilà, il y a beaucoup de ça, de plus en plus de ça, ça me rend ouf en vrai. Ça me rend ouf parce que, faut bien comprendre, hein, moi, tu vois, j'ai monté la chaîne Motion Life Teach et la chaîne et l'école H3D pour aider un maximum de gens, tu vois, essayer de les porter vers le haut, etc. Et en fait, ce qui me rend ouf, c'est le fait de voir que j'ai de plus en plus de gens qui ont cette mentalité éclatée, qui viennent me voir et qui ont envie. Et ça, ils viennent me voir et disent, ouais, Romain, j'ai trop envie de, de devenir artiste 3D, ça a l'air trop bien. Je suis ok, cool. T'as déjà fait de 3D? Non. Ça fait combien de temps que t'as envie de faire ça? 2 ans. Donc ça fait 2 ans que tu veux faire de la 3D. En 2 ans, t'as jamais trouvé une putain d'heure pour juste installer le soft et tester. Non, mais tu sais, ma vie c'est compliqué en ce moment. Non, mais ok. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Voilà ce que je te propose. Il y a une petite formation gratuite de 7 jours. Tu la fais en 7 jours. Et tu me dis si ça te plaît. Si ça te plaît, on voit si tu peux rentrer à l'école et si c'est un truc qui t'intéresse. Si ça te plaît pas, au moins tu sauras. Puis tu passes à autre chose. 7 jours plus tard. Ah non, mais j'ai pas eu le temps. 7 jours plus tard. Ah non, mais j'ai été malade. 7 jours plus tard. Oh! Non mais c'est quoi ce foutage de gueule en fait? Tu sais c'est difficile, hein, tu te rends pas compte, hein, ouais, je me rends pas compte, ouais, c'est ça, ouais. Ça doit être ça, ouais, bien sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne n'est en train de minimiser vos problèmes si t'es dans cette situation. Évidemment, tout le monde a des soucis et tout le monde a des soucis qui sont plus ou moins prenants. Mais c'est pas une excuse pour faire la pute en fait. Bordel. C'est pas tenable ça, putain. Genre, tu veux te reconvertir, tu veux faire un métier, t'as envie de... Tout le monde peut prendre une demi-heure dans un putain de mois pour installer un logiciel et juste l'ouvrir et essayer de tourner dans la vue. C'est quand même pas putain de compliqué. Si tu sais pas faire ça, voilà, je te le dis clairement, c'est même pas la peine d'essayer. Tu fais partie des losers. Alors, ou tu te reprends en main et après ce podcast, tu vas installer Blender et tu fais un truc. Ou alors, qu'est-ce que tu fous ici en fait? Putain, je comprends pas en fait. Casse-toi, va te branler devant Netflix. Je comprends pas en fait ton délire. Mais arrête d'être dans une espèce de semi-réalité en mode ouais, je fantasme, mais je fais rien. Et du coup, c'est cette épidémie-là. Il y a de plus en plus de gens comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui ont des fantasmes. Ouais, je fais un artiste 3D. À côté de ça, tu leur demandes ouais, non, mais de toute façon, la planète elle est foutue, on va tous crever. Réchauffement climatique et tout ce bordel. Et de toute façon, du coup, comme la planète est foutue et qu'on va tous crever, et comme ils sont déjà en dépression, ils disent ouais, de toute façon, à quoi bon? À quoi bon? Du coup, bah voilà. Et du coup, ça fait rien, ça se plaint tout le temps, et ça fait son énorme victime. De toute façon, souvent, ces gens-là sont souvent dans le même panier. Hein. C'est souvent un cocktail qui va tous ensemble. Souvent, c'est ah ouais, je suis oppressé par le patriarcat. Allez, hop, cocktail, clac, tu mets dedans. Ah ouais, non, mais je suis une victime de. Et tu mets ce que tu veux. C'est bien parce qu'à chaque fois, ils mettent une victime, puis ils mettent un truc qui est défini. Tu vois, ça marche assez bien comme ça. Ils sont sûrs de pas se tromper. Hop, cocktail, blabla, 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 blabla. Non, mais tu sais, c'est compliqué, j'ai pas le temps en ce moment. Voilà. Mon boss. Espèce de merde. Arrêtez de faire ça. De toute façon, bon, voilà, je te le dis. Si t'es comme ça, si tu penses qu'aujourd'hui, alors, on va se parler en face à face, tu vois, yeux dans les yeux. Si aujourd'hui tu m'écoutes sur ce podcast et tu te penses être une victime tu mets de quoi t'es une victime, ok? Et que c'est à cause de ça que t'as pas commencé la 3D, mais que tu rêves de convertir. Je te le dis clairement et simplement. Si après ce podcast, tu installes pas Blender et tu au moins ouvres le soft pendant 30 minutes, si tu fais pas ça, c'est même plus la peine de venir en fait sur cette chaîne. Va te faire foutre. Tu n'as rien à branler là, t'es un putain de loser, t'es un parasite. Va faire chier d'autres gens. D'accord? Et au contraire, si t'es sur ce podcast, et je suis persuadé que la majorité des gens qui sont sur ce podcast sont comme ça, t'as déjà un petit peu essayé de 3D, tu t'es renseigné, t'as testé des trucs et tout, t'es super content, t'as l'impression d'avoir touché à un petit truc qui te fait vraiment kiffer, mais il te manque plein d'outils pour avancer, etc. Continue, c'est cool, c'est le chemin à prendre. Reste passionné, fais-toi plaisir, énorme kiff, continue de bosser, tu vas voir, ça va être énorme. Ça, c'est le truc que je peux te donner si tu fais partie de ces gens-là, parce que ça, c'est vraiment bien. Évidemment, il faut critiquer, mais il faut aussi, évidemment, reconnaître quand c'est bien. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, je suis navré, hein, c'est triste, hein, mais de plus en plus de gens sont comme la première catégorie que j'ai expliquée. En tout cas, alors je sais pas si de plus en plus de gens sont comme ça, ou si j'en attire plus, tu vois, si l'école en attire plus, mais putain de bordel. Alors peut-être que c'est nostalgique, peut-être que c'est biaisé, je ne sais pas. Mais j'ai quand même l'impression, par exemple, tu vois, quand je regarde la chaîne YouTube, tu vois, quand je regarde la qualité des commentaires YouTube, tu vois, je regarde la qualité des commentaires YouTube, j'ai quand même l'impression que la qualité des commentaires YouTube est largement plus basse aujourd'hui qu'il y a genre 2 ans, tu vois. Et c'est triste. Alors je sais pas si c'est parce que les gens qui commentaient il y a 2 ans me suivent toujours et du coup bah, ils commentent plus, ça je comprends, c'est normal. Mais je me dis, il doit y avoir des nouvelles personnes qui viennent. Peut-être j'ai saturé le marché français, ce qui franchement m'étonnerait, vu le nombre d'écoles qu'il y a. Mais donc voilà, ça c'est le dernier bilan de l'année que je voulais faire. Et ça c'est vraiment une leçon pour toi, c'est que c'est très important, très très important,
que que tu arrêtes de trouver des excuses de merde en fait. C'est pénible en fait. Ou tu le fais ou tu le fais pas, mais t'arrêtes de péter les couilles aux gens en disant le nombre de fois, c'est pas fréquent, hein. C'est pas fréquent quand même, c'est trop fréquent pour mon goût, mais où je reçois un mail de quelqu'un qui veut se reconvertir, je l'ai au téléphone cette personne, elle est ultra motivée, elle a envie d'aller super loin, etc. Et je dis bon bah cool, est-ce que t'as déjà essayé d'installer au moins un logiciel? Elle me dit non. Je dis bon bah t'inquiète, c'est pas grave, je vais t'envoyer une petite formation en ligne, il y en a pour 7 jours, c'est gratos, tu l'as fait, tu verras vraiment si ça te plaît. Et le nombre de fois où cette personne ne fait pas le truc, genre ne prend même pas le temps de faire le premier cours de 20 minutes, ça me fait péter un plomb, ouais. Je me dis pourquoi je vais me faire chier 1 heure au téléphone avec ce putain de branlot là? Pourquoi j'attire des gens comme ça? Pourquoi les gens qui veulent bosser, eux, je ne peux pas les aider? Pourquoi je perds du temps avec des cons, avec des branleurs, avec des losers, avec des putains de fainéasses de merde? Ça me saoule. Je pense que tu l'entends dans ma voix. Ça me saoule et ça m'embête que de plus en plus de gens soient comme ça parce que c'est dommage en fait. Genre, quand tu vois un film avec des espèces de ouf et tu trouves ça trop bien, ça n'a pas été fait par des putains de fainéasses. Ça a été fait par des gens qui adorent leur métier, qui sont passionnés et qui bossent comme des malades. Si toi, ton objectif, c'est de en foutre le moins possible, comment tu veux que ça se passe bien? Ça se passera pas bien. Ça ne marchera pas. Un peu comme les gens qui font grève. Bref, voilà. Donc c'était la conclusion de cette petite histoire. Bouge ton cul. Bouge ton cul. Bouge ton cul. Voilà, si tu veux que ça se fasse, de toute façon, il faut que tu bouges ton cul, donc tu vas faire de la 3D. Allez, va faire de la 3D, ça me fatigue. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit bilan, j'espère que ça t'aura permis de remettre les choses en perspective. Et j'espère que vraiment l'objectif avec ce podcast aujourd'hui, c'est de te permettre de défantasmer ce métier d'artiste 3D et te rendre compte en fait que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est-à-dire avant de faire ce métier, quand tu te formes, n'est pas si mal. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment super bien dans cette situation, il faut juste s'en rendre compte. Ça, c'est vraiment le truc que je veux te raconter. Si tu as envie de travailler et tu as envie de bosser et tu n'es pas une énorme merde comme les autres victimes, là, alors tu es au bon endroit. Et juste tout ce qu'il faut faire, là, c'est continuer et créer les trucs qui te font le plus kiffer possible parce que c'est là où tu n'as pas de pression. Voilà. Tire les bonnes leçons de mon bilan. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi, que j'ai faites cette année et l'année dernière. Essaie d'être plus intelligent et d'aller plus loin. Ce serait vraiment excellent. Ce serait trop cool. Ce podcast est pour là. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est une bonne conclusion. Qu'est-ce que t'en penses? Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur n'importe quelle plateforme de podcast de ton choix. C'était sur le site, il n'y a pas d'étoiles, donc tant pis. C'était sur le site, fais une formation gratuite du site si c'est pas encore fait. Si tu veux apprendre la 3D et que tu es au début de ton cursus et que tu ne sais pas trop par où commencer, comme d'habitude, sache que sur le site de teach.motion-live.com, tu as une petite formation qui s'appelle Première Image. Et voilà, c'est notamment la formation dont je te parlais tout à l'heure que les gens n'étaient même pas foutus de faire le premier jour. J'imagine que toi, si tu m'écoutes, tu es vraiment quelqu'un de très intelligent et tu n'es pas une énorme feignasse, donc tu vas faire les 6 jours et ça va te lancer, ça va être cool. Donc n'hésite pas à aller par là si tu veux rendre les choses un peu plus concrètes. Clairement, c'est par là qu'il faut démarrer. Si tu es un peu plus avancé, il y en a d'autres, notamment celle sur les shaders et sur les 7 erreurs à éviter qui est pas mal non plus. Pareil, tout est gratuit, donc je t'invite à aller la voir. Et enfin, si tu as envie de passer au niveau supérieur et tu as envie de te professionnaliser, et peut-être que l'école H3D2 peut être fait pour toi, on ne sait pas, peut-être. N'hésite pas à aller voir comment ça se passe et ce qu'on propose sur h3d2.school ou .fr comme tu veux. Et à me contacter, en envoyant un petit message en disant voilà, Romain, j'ai fait ça, je suis hyper motivé, qu'est-ce qu'on en pense? Et on en discutera ensemble avec grand plaisir. On prendra certainement un rendez-vous si ton message fait pas trop kékos. Mais bon, la plupart du temps, les messages sont sérieux, hein, donc il n'y a pas de souci. Et on en discutera un petit peu de ce que tu veux faire et si ou pas l'école H3D2 peut te convenir. Voilà. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as eu ça t'a fait des petites révélations, tu vois, j'en sais rien. Dans tous les cas, moi ça m'a plu dans le podcast. C'est pas un podcast évident à enregistrer, hein, parce que t'as vu que j'ai été un peu plus frivole que d'habitude et peut-être un peu plus personnel aussi. Mais c'était quand même intéressant de le faire. Encore une fois, c'était vraiment intéressant de pouvoir faire des choses un peu avec un peu moins de pression sur le podcast. Je te tiendrai au courant dans les podcasts suivants de comment j'applique les leçons que j'ai essayé de tirer aujourd'hui. J'espère bien, on verra. Et sinon, je te souhaite une excellente journée, soirée, matinée en fonction de quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt. C'était Romain Gilliot de Motion Live. Oula, je n'arrive plus à parler. On recommence la conclusion. C'était Romain Gilliot de Motion Live Teach de l'école H3D2 et du projet Space Warp. À bientôt.